souhaite la bienvenue. Je vais considérer durant l'atelier que les gens ont une base d'astrophotographie. Si vous n'en avez pas nécessairement, c'est pas grave. Par contre, vous allez probablement à un moment donné saturer. Puis là, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait d'astrophotographie? C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude avec Photoshop? OK, donc tout le monde est sur Photoshop. Est-ce qu'il y en a qui ont une certaine habitude avec le logiciel PixInsight, mais qui prennent le débutant pour faire un refresh? OK, c'est bon, parfait. Euh, donc, essentiellement, ce que je vais montrer aujourd'hui, pour ce matin, pour le volet débutant, puis vous allez avoir le temps de pratiquer aussi, là, puis comme Denis l'a mentionné, là, ça va être collégial. OK? C'est essentiellement la même chose que j'ai montré l'année passée dans la matinée, mais avec la même image. OK? Il y a certaines raisons pour ça, mais il y a déjà deux vidéos sur YouTube qui montrent essentiellement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, vous allez le voir. Moi, j'ai une théorie qui n'est pas ma théorie à moi, mais qui dit que la première fois qu'on apprend quelque chose, on ne retient pas grand-chose. La deuxième fois, ça va mieux. Puis la troisième fois, ça va mieux. Puis la quatrième fois, on maîtrise le sujet. Fait que si vous en êtes à votre quatrième fois, ben, vous devriez être capable de faire l'avancée après-midi. Non, c'est une blague. Mais je dirais que c'est des choses, quand on ne les pratique pas ou quand on n'a pas l'occasion de le pratiquer, si on voit la même chose, ben, c'est juste un autre corps d'avatar. Donc, la raison pour laquelle j'utilise la même image, c'est parce que vous pouvez, d'année en année, aller voir le vidéo de l'année passée, puis c'est essentiellement la même image avec les mêmes trucs. Donc, ça vous donne une référence. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je fais l'atelier débutant avec des photographies qui viennent d'un DSLR. Et ça fait 3 ans que j'ai plus de DSLR, donc je n'ai pas de nouveau matériel par rapport à ce type de fichier-là. Donc, j'utilise toujours la même image, le M51, que vous avez probablement déjà vu si vous avez vu les vidéos que j'ai faites des années passées. Ceci étant dit, je devrais normalement répéter à peu près la même chose que les autres années. Par contre, ben, avec les mains qui se lèvent dans l'auditoire, puis les échanges qu'on a, ben, on construit et on fait des choses un peu différentes. Vous allez voir, je recycle du vieux matériel. Encore, je n'ai pas modifié l'entête. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, c'est toujours le fun de voir qu'on l'a fait l'année passée et qu'on va probablement le refaire quelques années encore. Puis ça nous donne un petit boost. Le plan de match qu'on va voir aujourd'hui, on va voir un peu pour l'acquisition des images, mais vite, c'est quoi les points importants, les aspects importants. On va travailler avec une image DSLR, oubliez le CCD. OK? On va voir que dans PixInsight, il y a une bonne recette de base. Il y a vraiment une très bonne recette de base que si vous l'appliquez presque les yeux fermés, avec quelques petites nuances en fonction de votre image, vous arrivez à un résultat pas mal intéressant. OK? Avec très peu je dirais, d'étapes. OK? Fait que la recette avec les masters pour la calibration, l'alignement et l'intégration. Après ça, on va voir dans nos images qu'est-ce qu'on fait au niveau du traitement quand l'image est en format linéaire, c'est-à-dire que le format linéaire, c'est que l'image n'a pas été stretchée. Donc, il n'y a pas eu de modification de l'histogramme original. Donc, l'image est dans la relation linéaire comme le capteur là. Ben, en fait, l'image est intégrée, c'est plusieurs images stackées, mais il n'y a pas eu de stretching, il n'y a pas eu de stretch, il n'y a pas eu de modification sur l'image encore. OK, donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? OK? On va voir certains éléments, mais on ne parlera pas de déconvolution, des choses de même, mais on va voir le retrait des gradients, neutralisation du fond du ciel, la calibration des couleurs, puis après ça, on embarque dans le stretching. Mais vous allez voir que le stretching, ça dure 3 minutes. OK? Pour avoir une image qui est intéressante. Après ça, on peut peaufiner, puis on peut jouer des jours et des jours avec notre image, mais pour avoir une première version, c'est pas très très long. OK? Bon, acquisition, je vais passer vite là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet. Toujours intéressant de planifier nos sorties parce que sinon on se ramasse avec on ne sait pas quoi prendre, on sort notre stock dehors, de dire ah ben là je vais faire 50 km, je vais installer mon stock, puis après ça je vais décider de ce que je vais prendre en photo. Ben d'un fois, ça marche moins parce que pour un paquet de raisons, donc il faut planifier un peu d'avance.
Il y a des logiciels qui existent pour ça, avec où est-ce qu'on voit le field of view de notre caméra, ainsi de suite, de SkyX, Maxim DL, là aussi, tous les logiciels ainsi de suite, que vous connaissez un peu la sauce. Mise en station qui est intéressante. Tout ça, c'est toutes des choses qui influencent ultimement la qualité de l'image qu'on va avoir. OK? Donc, c'est important. Là, aujourd'hui, on va parler du logiciel qui prend nos images brutes et qui les amène à une image cosmétiquement intéressante. Mais garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on ne consacre pas de temps à ce genre de choses-là, ben, il ne faut pas se surprendre si on a de la misère. Avec l'expérience, on peut récupérer des mauvaises images, des images de qualité moins bonne, puis en faire des images relativement intéressantes, puis quand même belles et agréables, mais vous allez voir, si vous postez des trucs sur Facebook ou bien sur Astro Québec, vous allez voir rapidement que quand vous commencez, les gens sont Ah, c'est le fun, c'est ta première photo, là, là, là. Mais après une couple d'années, ben là, ouais, ben ton focus c'est pas terrible, ton tracking est dans le champ, puis puis c'est ça qu'on veut aussi. On veut avoir on veut pas juste avoir Ah, super image, ah oui, j'adore, ah oui, c'est pas des j'aime comme sur Facebook. Quand on pose des images online sur des forums, c'est pour avoir la vraie opinion des gens, pas juste Ah, c'est bravo, tu as bien réussi alors que tout est tout croche. Donc ça, c'est important. Focus, super important. Guidage, bien, si vous en faites, vous savez, vous connaissez les pièges qu'il peut y avoir dans le guidage. Dithering, l'image qu'on va utiliser aujourd'hui, vous allez remarquer que quand on va la traiter, vous allez voir que c'est quand même assez belle malgré le peu de pause. OK? C'est à cause du dithering. Le dithering, c'est qu'on change la position du capteur entre chacune des poses pour pas que les pixels chauds, ça ramasse toujours à la même place et ça s'annule presque tout seul, puis le fond du ciel est beaucoup moins bruté. Bon, plate solving, toutes ces choses-là, ça permet d'aller chercher la même position dans le ciel soir après soir, si on a déjà pris des photos la veille, puis qu'on retourne, puis on veut pas perdre la moitié de nos images parce qu'on ne l'a pas posé exactement à la même place, on fait un plate solve, puis on se ramène à la même place. On n'en parlera pas, de l'autre côté, ils vont en parler. Les paramètres d'acquisition, ben, si vous êtes en DSLR, les ISO, toutes ces affaires-là, c'est important de bien comprendre ça aussi. On n'en discutera pas aujourd'hui, mais les ISO, est-ce qu'on travaille à ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, puis là, on a encore du 24000. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il faut bien comprendre ça, il faut faire quelques essais. Il y a des théories qui disent que c'est important, il y en a d'autres qui disent que ça l'est moins, mais c'est des choses qu'il faut quand même maîtriser par rapport à votre caméra. J'avais une Canon 40D, je l'utilisais à 400 ISO. Je change pour une XSI, j'utilise à 800 ISO. Maintenant, il y a des gens qui utilisent des T2i, des T3i, des T4i, des T5i. Et au fur et à mesure que ça avance, on peut se permettre d'aller plus loin parce que le bruit est mieux contrôlé sur ces caméras-là. Donc avant ça, ISO 800, c'était comme, OK, c'est correct. Puis ISO 1600, c'est que tu perds ton temps, tu vas avoir beaucoup trop de bruit. Mais là, maintenant, ISO 1600, même ISO 3200, il y a des gens qui travaillent avec ça, puis ça donne des résultats intéressants. Il faut le comprendre. Pardon? Il ne faut jamais avoir tendance à trop l'amplifier. Faut pas trop amplifier, exactement. C'est juste on bouge le signal, mais dépendamment du sujet qu'on pose. C'est ça, ça dépend du sujet. Vous comprenez, donc je vois que c'est des concepts que vous comprenez, mais c'est toutes des choses qui sont importantes à maîtriser d'une certaine manière. OK, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec PixInsight ou qui sont plus familiers avec d'autres logiciels de traitement, entre autres, ben, il n'y en a pas énormément des logiciels de traitement, mais pensons à Photoshop. PixInsight, c'est vraiment une méthode différente de travailler. OK, on travaille, c'est un logiciel qui est spécialisé pour l'astrophotographie et la philosophie de travail est vraiment différente. On va le voir plus tard. L'interface est hors standard, c'est-à-dire que comme on mentionnait ce matin, là, avant d'aller de l'autre côté, si vous êtes habitué à l'interface Windows de logiciel à logiciel, bien, ce logiciel-là est multiplateforme, alors ils ont uniformisé l'aspect du logiciel entre Linux, Mac et PC. Donc, ça ne ressemble à rien de ces trois plateformes-là. C'est vraiment une plateforme unique cosmétiquement. Les processus de travail, vous allez voir, c'est basé sur l'image. Donc, on joue avec l'image et non pas avec des trucs qui sont arbitraires. On travaille avec l'information qui est dans l'image. Puis évidemment, d'année en année, c'est de plus en plus vrai. Une communauté grandissante d'utilisateurs. La preuve, c'est que vous êtes ici. Et il y a 2 ans, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont ici qui étaient présentes. Marc-André, entre autres. La philosophie, la version courte, c'est que dans PixInsight, l'image, puis je vais vite là-dessus parce que vous avez probablement déjà peut-être vu ça dans une vidéo, puis je vais accélérer pour tout de suite tomber dans PixInsight, mais je veux quand même, pour ceux qui sont moins familiers, en jaser rapidement. La version courte de la philosophie de PixInsight, des gens qui développent PixInsight, c'est que l'image contient les informations nécessaires à son traitement.
qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne laisse pas de place à l'arbitraire, ou très peu de place à l'arbitraire, dans le sens qu'on fait des choix, à certains choix, à certains moments, mais on utilise l'information qui est dans l'image pour faire ces choix-là, et non pas des trucs arbitraires comme un lasso, par exemple, dans Photoshop, où est-ce qu'on sélectionne avec un lasso une galaxie, puis là, whoop, on fait ça à la main, puis après ça, on dit, ah, OK, je vais rehausser les contrastes à l'intérieur de mon lasso, je vais faire des trucs. Dans PixInsight, on peut faire ce genre de choses-là, mais normalement, les outils pour le faire ne sont vraiment pas adaptés pour ça. La version longue, ben, il y a un Documentary School of Astrophotographie, c'est que, idéalement, notre image doit avoir un aspect documentaire. C'est-à-dire qu'on peut essayer de rehausser certains éléments. Par aspect documentaire, c'est que ce qu'on veut montrer, c'est dans l'image. Okay? Et on veut pas, on veut, puis c'est philosophique, mais on veut montrer ce qu'il y a dans l'image, puis il y a des gens qui vont faire beaucoup de steppettes pour montrer des choses qui sont dans l'image, mais on n'invente rien. Okay? Un des bons exemples de ça, ben, je vais le voir plus tard. Vous pouvez aller voir là, ce truc-là ici, okay? Cette page web-là qui explique un peu c'est quoi la philosophie. Entre autres, la philosophie, ben, c'est qu'on n'aura pas d'outil de lasso comme ça. Okay? On n'aura pas d'outil de clone. Ben, il y a un outil de clone stamp ou de healing brush. Il y a un outil de clone stamp, mais il fonctionne d'une façon assez intéressante qui est plus logique que dans Photoshop. Donc, ces outils-là n'existent pas parce que ça laisse place c'est de l'arbitraire. C'est un choix. On décide d'effacer des choses qui sont dans la photo. La photo est là. C'est ça qu'on veut respecter un peu ça. Un des exemples ici, ben, c'est qu'on a une image très profonde de... je ne me souviens pas laquelle, qui était sur Astronomy Picture of the Day. Et c'est les gens de PixInsight, en tout cas certains développeurs de PixInsight qui l'ont fait. Et vous voyez qu'ils ont laissé les bleeding causés par la... Non, c'est pas les aigrettes, c'est vraiment du bleeding, c'est de la sursaturation des capteurs. Puis c'est quoi le terme exact? Blooming. Ils ont laissé le blooming parce que c'est ça l'information que le capteur a ramassée. Bon, il y a plusieurs techniques qui permettent de jouer avec ça. Bien, dans Photoshop, il y en a un paquet qui permet d'effacer ce truc-là, mais c'est tout arbitraire. On efface avec un efface qu'on sort de notre poche. C'est cosmétique, c'est ça. Okay? Donc, ici, ben, l'image, c'est ça que le capteur donne. Le capteur, ceux qui vont faire du blooming comme ça, c'est parce qu'ils ont une sensibilité ou une efficacité quantique plus élevée. Puis il y a des pixels qui vont saturer plus vite, puis ça va dépasser dans les colonnes verticalement. Donc, on laisse ça là. OK. Vous connaissez déjà probablement une partie ce diagramme-là. Vous l'avez peut-être vu celui-là probablement ou un autre. C'est le pré-traitement comme tel. Ben, en fait, on va utiliser des bias ou des offsets, des darks, des flat darks si on a des flats qui sont très très longs. Par exemple, si on fait du H-alpha, avec un fil 3 nanomètres de bande passante. Donc, pour prendre une photo avec quelque chose de blanc ou un mur blanc, ça va prendre 30 secondes. Fait que si on a un flat de 30 secondes, il va probablement avoir des pixels chauds. Si c'est des pixels chauds, il faut le calibrer. Fait que les dark flats, ça va être pour ça. Et les flats ici. Puis tout ça, on intègre ça à notre image light ici, notre image de notre sujet, okay, tout le long de la chaîne, puis on arrive avec des images calibrées. Dans PixInsight, il y a plusieurs outils qui nous permettent de calibrer les images, de les calibrer, de les aligner et de faire l'intégration. Dans PixInsight, on appelle ça la calibration, le star alignment et l'intégration. Donc, intégration, c'est qu'on va intégrer toutes nos images ensemble pour faire une seule image. Je reviens ici. Non, excuse, donc tu n'as pas besoin de Sky Stacker. Non. Il fait tout au complet. Il fait tout au complet. Oui. Il fait tout au complet et plus, là, effectivement. Le pré-traitement, je passe vite là-dessus, mais ça, c'est ma routine de pré-traitement. OK? On fait les masters, on inspecte. Il y a une inspection des images brutes et des masters, c'est-à-dire que tout à l'heure, on va regarder les images bias, des dark, des flats. Avant de tout faire nos fichiers maîtres pour la calibration, on regarde ces fichiers-là pour voir s'il n'y a pas des anomalies à l'intérieur, pour dire, ah ben écoute, celui-là, j'ai pris, admettons, 25 bias, puis il y en a 3 là-dedans qui, je les trouve bizarres un peu visuellement, je vais les enlever parce que ça peut causer des problèmes dans mon image. Okay? Donc on fait l'inspection, c'est ça qui est important. Parce que si on ne veut pas injecter des trucs étranges dans nos images,
qui vont influencer le résultat, ben, il faut regarder et éliminer les images qui sont bizarres. Ensuite de ça, on calibre nos images. Dans le DSLR en particulier, il faut, parce que c'est une caméra avec, avec une matrice Bayer. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la matrice Bayer? Tout le monde le sait avec la couleur. OK, donc il faut reconstruire l'image RGB à partir d'une image DSLR. Une fois qu'on a calibré nos images, il faut les inspecter pour voir si la calibration a bien fonctionné. Calibration, c'est enlever le bias, le dark puis le flat pour avoir une image calibrée. OK? On les inspecte. Après ça, on les aligne. Après ça, on inspecte nos images qui sont alignées. Et ensuite, on élimine celles qui peuvent être bizarres. Ou s'il y en a qui sont mal alignées, on regarde pourquoi. Puis il y a des trucs, des fois, qui vont faire que des images vont être à côté de la traque. On les inspecte. Et ensuite de ça, on les intègre, soit avec une moyenne, pour commencer. Puis après ça, on regarde ce que ça donne, puis on optimise. C'est ça qu'on va faire. En fait, on va regarder ça. L'optimisation, on va peut-être moins en parler, parce que pour l'instant, ça demande un peu plus de travail. OK. Je vais arrêter là. Je vais aller dans PixInsight. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas déjà dedans, de l'ouvrir. OK. Et rapidement, je vais vous demander d'aller ouvrir dans File, Open. Vous allez dans le fichier. Tout le monde a téléchargé les fichiers, le fichier base, en fait, tous les fichiers que j'avais mis dans. Donc, dans le répertoire base, dans exemple M51 DSLR, je vais vous demander, vous n'avez peut-être pas tous ces répertoires-là. Moi, c'est parce que j'ai déjà fait la routine, parce que la routine de calibration automatique, elle peut prendre 15 minutes à peu près, là, dépendamment de votre ordinateur, fait que je l'ai déjà fait. OK? Mais vous avez certainement, dans ce répertoire-là, vous avez Bias, Dark, Flat et Image. Donc, allez dans Image. OK? Vous avez un répertoire M51 et prenez la première en haut. OK? Vous allez l'ouvrir et vous avez une image. On va discuter juste un petit peu rapidement de l'interface de PixInsight, à quoi ça ressemble, c'est quoi les éléments principaux. OK? Puis après ça, on va tout de suite tomber dans le processus de traitement, de pré-traitement et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui sont absolument pas familiers avec l'interface de PixInsight, qui n'ont jamais ouvert le logiciel, que c'est la première fois? OK, parfait. Essentiellement, c'est comme à peu près tous les logiciels. Il y a une barre de menu, il y a des icônes, des outils ici. Mais en plus, vous remarquerez sur les côtés qu'il y a des onglets latéraux. Il y en a vous en avez peut-être pas du côté droit, mais vous en avez certainement du côté gauche. OK? Et je vais rapidement passer à travers ça parce qu'on va y revenir tout le long pendant les 4 heures qu'on va jaser ensemble. On va revenir beaucoup à ces onglets-là, puis à certains menus, puis à certaines icônes qui sont utilisées ici. OK? Donc, dans les menus, je ne passerai pas à travers tous les menus, mais il y en a un ici qui est le menu Process. OK? Quand vous regardez ça, vous allez voir qu'il y a énormément de choses là-dedans. Au début, c'est un peu intimidant, mais essentiellement, il y a à peu près une dizaine de process qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est un process? Je vais en prendre un ici. OK? Je vais aller dans All Process au début et je vais aller chercher le process qui s'appelle Screen Transfer Function ou STF. Screen Transfer Function, dorénavant, je vais utiliser le mot STF. OK? Screen Transfer Function. Qu'est-ce que c'est ce processus-là? C'est un processus, et puis là, vous allez comprendre tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, comment le logiciel fonctionne globalement. OK? Ce processus-là ici, STF, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet d'étirer, de stretcher notre image, OK? Mais seulement visuellement. C'est juste visuel. Donc, on change l'aspect de notre image, mais les données de l'image, il n'y a rien qui est changé. OK? Pardon? Il n'y a rien de stretché. Il n'y a rien de stretché. Il y a une fonction dans MaximDL qui s'appelle Screen Stretch, chose de même. C'est la même chose. Vous allez cliquer rapidement sur la petite coche qui est là, OK, qui dit Track View. Track View, ça veut dire que on va tout de suite appliquer les changements dans notre image qui est active, OK? Donc, je clique là-dessus. Puis après ça, je viens cliquer sur le piton Nuke ici. OK? Et
faire un stretch sur mon image. Donc, PixInsight va calculer un facteur de stretch pour montrer l'image. Est-ce que tout le monde a ce truc-là? Oui. Est-ce que tout... OK. Si je zoome avec ma roulette, OK, dans mon image, je vais zoomer. OK. Si vous zoomez comme ça, est-ce que vous avez ce genre de pattern-là? Oui, dans la couleur. Dans la couleur. Toi, tu as du vert, tu as un vert, un bleu, un rouge. C'est ça? Moi, ici, j'ai une image monochrome, mais dans laquelle on voit que les pixels, on voit les pixels qui sont de différentes intensités. Ce qu'on voit là, ici, c'est la matrice Bayer. OK? Vous allez... Ça, c'est bon pour le DSLR, ou pour les images CCD couleurs. Je vais vous demander d'aller dans le... Si vous avez... attendez un petit peu. Vous devez avoir ici sur le côté un onglet latéral qui s'appelle Process Explorer. Pardon, Format Explorer. Est-ce que vous trouvez cet onglet-là? Tout le monde le voit? Non. Non? Si vous ne le voyez pas, vous allez dans View ici, OK? Et avec Explorer Window, vous faites Format Explorer. OK? Il va apparaître. Tous les onglets latéraux sur les côtés ici sont disponibles dans View Explorer Window. Si ça n'apparaît pas ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, OK? Vous allez ici, vous faites Format Explorer et le petit triangle qu'il y a là, vous cliquez dessus et vous demandez, vous lui dites, mets-moi ça en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. OK? Moi, mon Format Explorer, il est organisé pour être en bas à gauche. OK? Fait qu'il va aller se coller là. D'accord? C'est vrai pour toutes les fenêtres comme ça. Donc, je reviens. Format Explorer. Dans Format Explorer, ici, il y a DSLR RAW. Alors, c'est là qu'on va pour dire à PixInsight, quand tu ramasses des images DSLR RAW, puis il est capable de les trouver tout seul, il sait, on n'est pas obligé de dire, là. OK? Quand tu vois ces images-là, je clique dessus. Là, c'est un peu raide. C'est les paramètres en format texte. OK? Si je clique 2 fois DSLR RAW, j'arrive avec la fenêtre qui me permet de dire à PixInsight, quand tu vois ce genre d'image-là, qu'est-ce que tu fais? Ça, dans PixInsight, c'est la base. La majorité des problèmes de débutants vont être dans cette fenêtre-là. OK? La calibration des images, couleurs, l'enlèvement du bias, du dark, du flat, ça doit se faire au moment où est-ce que l'image est dans son format original avec la matrice Bayer. Autrement dit, il ne faut pas que l'image soit RGB, il ne faut pas que l'image soit reconstruite. Nos appareils photo, quand ils prennent une image, le capteur enregistre une image RAW et à l'intérieur de l'appareil photo, il y a un ordinateur qui, lui, va générer une image JPEG avec ce truc-là. Donc, il va faire une série de traitements de sharpening, de saturation qu'on choisit. On va dire, ajuste la netteté, ajuste ci, ajuste ça. Même moi, des couleurs vivantes ou des couleurs neutres, vous connaissez tous les paramètres. Bon, ben, l'ordinateur dans l'appareil photo va, en fonction des paramètres que vous lui avez donnés, générer une image JPEG. Pour faire une image JPEG, il va recombiner l'information RGB du fichier RAW dans un fichier où est-ce que chaque pixel a une valeur RGB. Là, ici, dans notre image RAW, chaque pixel n'a pas une valeur RGB. Chaque pixel a une valeur qui est dépendante du filtre qui est par-dessus ce pixel-là. Si c'est un filtre vert, c'est une image, c'est une information verte. OK? Ici, pour bien gérer les images DSLR RAW, on va décocher Use Auto White Balance puis Use Camera White Balance. OK? Puis on va venir cocher ici. Il y a 2 éléments. Aussitôt qu'on vient cocher une de ces choses-là ici, moi j'ai choisi Create Raw Bayer CFA Image. CFA c'est pour Color Filter Array. OK? No interpolation, no debayering, donc il n'y a pas d'interpolation pour les pixels. Il n'y a pas de debayering, donc il n'y a pas de reconstruction de la matrice des couleurs. OK? Et j'ai une image monochrome.
je pourrais choisir une image RGB. Toi, c'est ça que tu as, une image RGB, parce qu'il y a un pixel qui est vert, un pixel qui est rouge, un pixel qui est bleu, puis un autre pixel vert. Parce qu'il y a deux pixels verts, un pixel bleu, mais un pixel rouge. Pourquoi il y a deux pixels verts? C'est parce que notre œil est sensible au vert. On est habitué longtemps à vivre dans un monde où il y avait du vert, puis la majorité de l'information de la couleur, puis de la luminance vient dans notre œil, vient des longueurs d'onde vertes. Donc, on a mis deux images, deux pixels verts dans la caméra pour aller chercher plus d'informations là-dessus. On va voir tout à l'heure que la couche verte de notre image, elle est beaucoup plus smooth, elle est beaucoup plus... Pourquoi? Parce qu'il y a deux pixels verts. OK? Fait que si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre une caméra CCD et une DSLR, regardez la couche rouge de votre image, puis regardez la couche verte de votre image. Vous allez voir que le vert, quand c'est vu en gris, c'est super beau, super sharp. Quand c'est en rouge, c'est un peu plus blocky. Pourquoi? Il y a 2 fois plus d'informations sur le vert que sur le rouge. Dans une CCD, il y a 4 fois plus d'informations parce que chaque pixel, on met un fil devant. OK? Je reviens ici. Vous avez le choix entre celle-là ou celle-là. Celle-là ici, elle permet d'avoir visuellement une image qui est plus facile à apprécier. Elle est en noir et blanc. Fait que je vais voir les éléments dessus. OK? Je vous recommande celle-là. La première en haut, Create Super Pixel from Raw Bayer Matrix, No Interpolation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va carrément prendre l'information des 4 pixels et plutôt que de régénérer l'information manquante pour les pixels qui sont adjacents, parce que dans une matrice Bayer, vous le savez, comme je l'ai dit, il y a 2 pixels verts, un rouge, un bleu. Bien, le pixel vert qui est là, ici, là, bien, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu pour celui-là. Où est-ce que la caméra va prendre son information pour dire, c'est quoi le rouge de ce pixel-là? Il va le prendre dans les pixels autour. Il va interpoler la valeur des pixels autour pour y accorder une valeur. Ici, je ne fais pas d'interpolation. Je ramasse pour mes 4 pixels l'information du vert, l'information du rouge et l'information du bleu, et je fais un pixel avec ça. Le résultat, c'est que ça fait une image 4 fois plus petite. Okay? Parce que, à la place d'avoir 4 pixels de large, on la ramasse et on fait un pixel avec 4. Okay? Si vous faites du H-alpha avec vos images, par exemple avec votre caméra DSLR ou avec une caméra couleur sur laquelle vous mettez un filtre H-alpha devant, bien évidemment, dans votre image, il va y avoir seulement que la couche, les pixels rouges, qui va avoir de l'information. Si vous avez déjà essayé de faire du H-alpha avec une caméra DSLR, vous savez qu'il y a quand même de l'information sur les pixels à côté. Pourquoi? Parce que la caméra, quand elle va reconstruire l'information, puis elle va utiliser la valeur des pixels qui est autour. Et sur la couche rouge, il y en a de l'information. Alors, elle va reconstruire cette information-là sur les autres couches. Puis, de plus, les fils ne sont pas opaques. Okay? Puis, ils laissent passer de la couleur dans d'autres longueurs d'onde. Autrement dit, sur le pixel vert de votre caméra, de votre DSLR, il rentre de l'information qui vient du rouge, puis il rentre aussi de l'information qui vient du bleu. C'est pas 100% bloqué, ça, cette affaire-là. Si vous regardez les profils de filtres, le vert va laisser passer beaucoup de vert, et uniquement du vert ou presque, mais dans le rouge et dans le bleu, il va en avoir de chaque côté. Donc, ça ici, c'est important. Okay? Une fois que c'est organisé comme ça, les brightness, le red scale, blue scale, c'est que on laisse ça. Okay? Une fois que vous avez fait ces modifications-là, si vous n'aviez pas cette matrice-là ici, vous réouvrez le fichier. Pardon, pour faire ça, vous pouvez aller dans Open Recent, Image File, et la première en haut, ça devrait être la dernière que vous avez ouverte. OK? Et là, je lui ai demandé, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé, je vais faire mon auto-stretch ici, pardon, mon STF. OK? C'est ça que j'ai ici. Monochrome, image monochrome. OK? Je vais juste rapidement, faites-le pas, mais aller dans Format Explorer, ouvrir ça ici, puis changer mon option. OK? Vite, pour vous montrer. Je vais aller réouvrir mon image. OK? Faire un auto-stretch. Et aller voir l'image. OK? Vous voyez, là, il a conservé l'image, il a conservé les couleurs. OK? Mais elles sont séparées. Les 2 pixels verts, le bleu et le rouge. R, ben ça, c'est probablement R. Non, c'est RGGB. Donc ici, on a un pixel, RGGB. Les Canon, c'est RGGB, là, la matrice. Donc là, on a l'information rouge, vert, vert, bleu. Ça, c'est un pixel. Ça, c'est un autre pixel. Fait que c'est plus difficile à interpréter visuellement l'information là-dedans. On voit M51, on voit les informations, mais pour l'inspecter, c'est plus difficile. Donc, je vais dans Format Explorer, et c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser celui-là ici. OK? Donc, si je rouvre encore, je peux cliquer 2 fois, ici.
dans le fond de l'écran, je clique 2 fois et M51, je vais l'ouvrir et si je fais mon STF, vous voyez que c'est plus facile de voir les objets dans l'image. Okay? Si vous faites un ou l'autre, au bout du compte, là, il n'y aura pas de différence. L'élément important, c'est d'être capable de visualiser. OK. Notre objectif, si je viens voir dans mon pour ce matin, je vais aller voir dans mon bureau, dans CAIQ 2014, base, exemple M51. Vous avez les bias, les dark, les flat et les images. OK? Donc, notre objectif ce matin, ensemble, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de prendre une série de bias, une série de dark, une série de flat, de les passer, d'utiliser PixInsight pour faire ça. Et une fois que c'est fait, d'inspecter en fait tout au long du processus si vous êtes correct, si vous n'êtes pas dans le champ. Et ensuite de ça, on va faire un développement, on va faire ce qu'on appelle le post-processing, tout le développement de l'image à partir de notre image intégrée. Okay? Pour commencer, on va regarder une image bias, une image dark, une image flat, voir à quoi ça ressemble. Okay? Je vais garder de côté mon image de M51, OK? J'en ai une là, quand je serai tanné, je vais la garder ici parce que je veux vous montrer, quand je fais mon stretch, qu'il y a des défauts dans l'image. OK? Le premier qui est apparent, c'est que j'ai des trucs noirs ici, comme ça, qui est un peu partout dans mon image. Vous savez c'est quoi? C'est des poussières sur le capteur. OK? Oui? J'ai une question, mais plus par rapport au menu. Oui. Si dans le menu Process en haut, oui. Je vais chercher la fonction STF, oui. L'icône qui apparaît sur le bureau n'est pas la même que si je vais complètement à gauche dans les favoris, puisque je vais chercher dans Process Explorer la même fonction de Screen Transfer Function. Tu veux dire que ici, si tu viens ici... Si je la prends là, ouais. Elle apparaît sur le bureau, automatiquement elle ouvre. Si tu viens ici, dans Process, excuse-moi, dans Process Explorer, dans les favoris, je peux aller la ouais. là. Screen Transfer Function. C'est pas la même chose. Je peux la draguer sur le bureau, mais elle reste là. L'icône est beaucoup plus petite. Ah, ben c'est parce qu'elle est minimisée probablement. C'est probablement quelque chose du genre. Je peux les minimiser encore plus que ça. Ah oui, tu peux, écoute, attends un peu là. Si tu la fermes, juste à fermer la fonction complète. Ouais. Puis à partir de Process ici, Explorer, comme ça. La draguer sur le bureau. Ah oui, ok, oui, oui. Effectivement. Ça, c'est le process. Puis je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'interface. Je vais passer vite par-dessus ça, mais je ne veux pas passer une demi-heure à vous montrer c'est quoi l'interface, puis à quoi ça sert ça, puis à quoi ça sert ça. Je vais amener ces choses-là au fur et à mesure, mais vous allez comprendre qu'il y a plein d'affaires dans l'interface de PixInsight. Ça, c'est un process, puis chacun des process, incluant le transfert, c'est un truc, c'est une fonction qui est comment je pourrais dire, qui est autoportante, qui est indépendante. Je donne un exemple. OK? Ici, mon process, je vais juste l'activer. OK? Puis là, il me dit qu'il est comme ça ici. D'accord? Si je ferme, je vais prendre ce petit triangle-là ici, puis je vais le draguer ici sur mon bureau. Je vais avoir un process 2. OK? Si je le ferme, je vais annuler mon Screen Transfer Function en cliquant sur Reset. OK? Vous voyez que là, je suis revenu ici. Si je prends ça, OK, je le drague sur mon image, vous voyez? Fait que je peux... Vous comprenez l'aspect recyclable de ça? Fait qu'à la limite, là, moi, ce que je fais, en guillemets, souvent, dans le sens que je ne le fais pas tous les jours, mais quand j'aide quelqu'un sur Internet, quelqu'un me dit hey, « Martin, j'ai un problème avec telle image, puis je ne suis pas capable de réduire le fond du ciel, comme on va voir tout à l'heure. » Bien, je lui demande son image. Je fais un modèle de gradient, un modèle d'enlèvement de gradient. Je prends le modèle, je le drague sur mon bureau, je le sauve sur mon disque, puis j'envoie ça par la poste. Ben, par courriel. Okay? Pas par la poste, mais par courriel. La personne récupère ça dans son PixInsight, le rouvre, et l'applique à son image, puis là, voit qu'est-ce que j'ai fait exactement. Okay? Fait que ces trucs-là, ici, ça s'enregistre. On est capable de
On est capable de faire ici Save Selected Icon. On peut en sauver plusieurs dans le même fichier. Et c'est recyclable. OK? Je pourrais avoir un process ici. Tu vois, celui-là, là, il est vierge. OK? Si je le prends, puis là, j'imagine, là, je me fie à la logique. Là. Si je le prends, je l'envoie sur mon image, il devrait la remettre comme elle était avant. OK? Tu vois? Parce que lui, il est vierge, il n'y a rien dedans. Il est neutre. Je reprends ça, je le remets là. Ça, c'est vrai pour tous les process qui ont ce petit triangle-là ici. C'est un processus qui est modulaire. Puis il y a des gens, puis on va le voir, je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais il y a des gens qui vont mettre tout leur process ici, qui se font un fichier complet avec tous les process déjà sauvés d'avance, qui rouvrent leur image, qui les draguent sur l'image, puis là, ils arrivent à quelque chose assez rapidement, sans trop se forcer. Ils arrivent à une image qui est développée, puis ça leur donne une idée du potentiel de l'image. OK? On va y revenir, on va le voir. Je ne veux pas trop vous sursaturer avec tout ça, mais vous comprenez que chacun des process peut être enregistré sur le bureau et dragué sur l'image. OK? Accessoirement, on peut faire une série de process comme ça, les sauver dans une icône, puis les appliquer globalement à une image, puis ils vont tous passer un en arrière de l'autre. OK? C'est plus avancé, mais... OK, fait que je vais juste les fermer. Je ne veux pas avoir trop de pollution sur mon bureau. Delete, Screen Transfer, Delete. Je vais faire aussi, je clique avec le bouton de droite et je viens faire, excusez-moi, Delete, ici. OK, puis pour faire le ménage. Je veux garder celle-là ici. Celle-là est indépendante. Ça, c'est juste, elle n'est pas sauvée nulle part. Si je veux la sauver encore sur mon bureau, je prends le petit triangle et je l'envoie à côté. Je peux aussi prendre le petit triangle et le draguer sur une image. OK? Il va faire la même chose. Si je fais un reset, en cliquant sur le petit X ici, si je fais un reset, puis que je modifie, mettons, je désynchronise la vue, là, je viens cliquer sur la petite flèche ici, là, c'est désynchronisé. Je viens changer les choses comme ça, il n'y a rien qui change dans l'image. Si je viens cliquer ici, vous voyez que ça va tout de suite se changer. OK? Fait que si je le défais, puis je viens changer ici, puis je le drague sur ma fenêtre, hop, ça s'applique. OK? Même si je ne suis pas synchronisé. Fait que ça ici, c'est prends mon processus et applique-le à l'image sur laquelle je drague. Fait qu'on peut faire un process pour une image, puis le draguer sur une autre pour voir ce que ça donne. Bon. Je reviens rapidement parce qu'on va le voir, ça, cette affaire-là, mais on va voir les effets de ce truc-là assez souvent. Ce que je veux vite vous faire faire, parce qu'il est déjà 9 heures, c'est inspecter un fichier bias. Fait que je vais cliquer 2 fois dans mon fond d'écran. Je clique. Et je vais aller chercher un bias, n'importe lequel. Okay, j'en ai 15, je prends le premier. Mon fichier bias vient de s'ouvrir. Je viens juste, avec mon Screen Transfer Function, activer le suivi, le tracking. Puis je vais encore cliquer sur ma petite boîte de Nuke ici, où je pourrais, le Nuke, c'est l'auto-stretch. Et là, je viens voir mon bias. Ça, c'est un fichier. OK? Vite, un bias, c'est un fichier RAW de la caméra qui est pris avec une durée de 0 seconde. Donc, on met notre caméra, si votre caméra c'est un 8 millième de seconde, vous la mettez à un 8 millième. Si c'est un 4 millième, vous la mettez à un 4 millième. Puis vous prenez des pauses comme ça. Ça, c'est un bias. Je n'irai pas dans le détail de c'est quoi le bias, c'est quoi le dark, c'est quoi le flat, là, mais essentiellement, vous pouvez déjà avoir une base de ça. Vous allez remarquer que dans ce fichier-là, puis c'est un concept très très important qui n'a pas rapport avec PixInsight, dans ce fichier-là, la texture principale du fichier, c'est qu'il y a des bandes horizontales dedans. OK? C'est assez commun, c'est du bruit. Ce truc-là, c'est du bruit. C'est pas une caractéristique du capteur comme tel. Si on les additionne, les images, ces bandes horizontales-là disparaissent. Mais il faut en mettre beaucoup. OK? Et plus on additionne des fichiers comme ça, plus il va apparaître un pattern qui est vertical, qui est le vrai pattern du bias. Et si vous faites un bias, comme on va faire avec 15 images, notre fichier maître bias, on va encore avoir un pattern horizontal. Si vous prenez 200 fichiers pour faire un bias, il n'y aura plus de pattern horizontal dedans, il va y avoir seulement un pattern vertical. Cette forme de bout-là est aléatoire, n'est-ce pas? Elle est aléatoire, mais c'est ça. Mais si on prend pas beaucoup de fichiers, bien, on va se ramasser quand même avec un bending horizontal.
ce bending horizontal-là, vu qu'il est présent dans le bias, il va s'imprégner dans nos images. Et on va se ramasser avec une image à la fin qui va avoir quoi? Qui va avoir ce qu'on appelle le fameux Canon Horizontal Bending, que tout le monde essaye de gérer ça de la meilleure façon qu'ils peuvent. La façon de faire disparaître ce truc-là, c'est de faire des bias avec beaucoup de fichiers. 100, 200. OK? Je vais au vite. C'est un conseil qui n'a pas rapport avec PixInsight, mais c'est... Puis on le voit vraiment, là. J'ai une animation sur Astro-Québec, je pourrais peut-être vous donner le lien plus tard, là, où est-ce que j'ai fait un bias avec 10 fichiers, 20 fichiers, 80 fichiers, puis 160 fichiers. Puis à 10, on voit très bien le bending horizontal, puis à 160, il n'y en a plus, puis c'est vertical. C'est le vertical qu'on va avoir. OK. Je ferme ça. Celui-là, là, il a vraiment l'air... C'est beau, c'est intéressant. Il est correct. Il n'y a pas de problématique avec. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de défaut. OK? Je les inspecterai normalement un après l'autre. On ne le fera pas pour ça, on va le faire pour le dark. OK? Ou on va le faire pour le flat, pardon, parce qu'il y a une routine dans PixInsight qui permet d'inspecter plusieurs images à la fois en les inspectant successivement. Je vais en ouvrir juste un. Mais normalement, on devrait tous les inspecter, ou presque, à moins qu'on en fasse beaucoup, puis que s'il y a une erreur sur un seul des fichiers, ben, elle soit annulée par l'intégration. OK? Je rouvre encore un autre fichier. Je vais aller plutôt chercher maintenant un dark. OK? Je vais prendre le premier en haut. Je rouvre. Et ça, c'est des darks de... je vais juste aller dans Edit, dans File, Fits Header. Puis je vais voir que dans Fits Header ici, il me dit que mon dark, c'est une image de 602 secondes. OK? Donc 10 minutes, essentiellement. Pourquoi 2 secondes? Je ne sais pas, c'est peut-être le logiciel que je me suis servi. Je pense que ça a été fait avec Backyard EOS, puis il a rajouté 2 secondes au temps. C'est pas critique, là. Je vois ici X Time 602. ISO-Speed 800. Je vois que ça a été pris avec une caméra Rebel XSI. OK, fait que je fais juste ce que j'ai fait, je suis allé dans File, Fits Header et 600 secondes. OK. Je vais faire un auto-stretch sur cette image-là. En cliquant sur mon nuke. Et là, je vois que, en plus de mon signal bias que j'avais tout à l'heure, j'ai encore le bending horizontal, je vois apparaître des pixels chauds. OK. Vous voyez là, top. Je vais revenir, là je viens de stretcher. OK. Je vais revenir, aller chercher mon bias de tout à l'heure, le premier. Et je vais appliquer à ce bias-là. OK, mon bias est ici. Je vais appliquer le même stretch que j'ai à ce fichier-là ici. OK? Je viens cliquer ici. Si je clique sur mon image, vous voyez que mon Screen Transfer Function, elle vient de se changer. Vous voyez que si je clique sur lui, il revient à 0. Si je clique sur lui, il est stretché. Vous voyez les barres ici là, qui ont changé de place. Je vais prendre le stretch que j'ai sur cette image-là et je vais l'appliquer au bias. Fait que je prends mon chose ici puis je l'amène là. OK? Ensuite de ça, en plus de faire ça, je vais prendre, puis là, suivez-moi, parce qu'on va le faire souvent. Je vais prendre l'onglet de mon image ici. Oh, je ne serai pas capable de le faire. Je vais juste échanger ça ici comme ça, vous allez comprendre. Je vais prendre mon onglet et je vais le placer par-dessus celui-là ici. Vous voyez qu'il vient, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de prendre la vue que j'ai ici de mon fichier, puis il vient de prendre cette vue-là ici, puis il vient de mettre la même vue, exactement. OK? Je suis capable de comparer rapidement que dans mon bias ici, ben, j'ai des pixels foncés, mais je n'ai pas de pixels chauds comme ça ici. Et vous voyez que le contraste entre le fond, entre les pixels pâles et les pixels chauds, est beaucoup plus élevé que dans mon bias. Okay? Ça permet de comprendre. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la différence entre le bias et le dark. Okay? L'autre chose, c'est que on dit souvent au début qu'on n'a pas besoin de faire de fichier bias maître. Que dans le dark, le signal bias est déjà présent. C'est vrai que le signal est déjà présent, mais il est accompagné d'une quantité incroyable de bruit. OK? Fait que si on veut quantifier puis caractériser comme il faut le signal bias de notre caméra, il faut vraiment prendre
des fichiers BIAS séparés. Et non pas juste se fier à dire « Ah, moi je ne fais pas de BIAS, j'ai pas besoin, je prends des dark puis je suis correct. » Moi je dis que ça prend à peu près entre 150 et 200 fichiers BIAS pour avoir une belle caractérisation de notre signal. Ça va faire une différence à la fin. Si vous prenez des photos de 10 minutes, pour avoir l'équivalent en ratio signal sur bruit de votre signal BIAS, il faut prendre 200 fichiers de 10 minutes. Calculez le temps que ça prend. OK, c'est 2000 minutes. C'est plusieurs jours. OK, de temps à prendre des pauses juste pour des dark. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire un BIAS qui est bien caractérisé avec beaucoup de fichiers. C'est pas long, là. Prenez votre DSLR, là. Je ne sais pas s'il y en a qui en a un ici, là. Un 8 millième ou un 4 millième, la caméra va saturer. Vous attendez un peu, prenez des pauses jusqu'à temps que votre carte soit pleine. Quand elle est pleine, transférez ça, vous recommencez jusqu'à temps que vous en ayez 200, puis après ça, vous les intégrez dans PixInsight, de la même façon qu'on va faire tout à l'heure. On va faire ça à toutes les sessions? Non. On peut l'utiliser, on fait ça une fois, 200, 300? Idéalement, à la même température. Ça veut dire que pendant ton hiver, si tu poses puis il fait à peu près moins 15, moins 20 dehors, tu en prends une cirée à moins 15, moins 20. Comment faire ça? Ben, tu installes ton appareil photo dans le congélateur, puis tu utilises un logiciel ou un intervallomètre pour prendre des pauses. Pendant l'été, ben, tu peux le faire dehors, n'importe où. Tu prends. Moi, j'utilisais dans le temps du DSLR 2 BIAS. Un froid, un chaud, parce qu'il y a une petite différence. Pas plus que ça. Pas plus? Même pas par soirée, là. Non, le BIAS. L'hiver, ça fait plus long. Non, le BIAS. Parce que j'ai déjà, j'ai fait le test, là, 300 images, là, puis ça fait quand même 4 heures, 5 heures. Ouais. Oui. À cruncher, oui. Tu fais ça à toutes les fois? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Même les dark, là, on sort de PixInsight, là, mais même les fichiers dark, moi, quand je faisais du DSLR, j'avais température congélateur. Puis si, mettons, je sais pas, moi, je prenais des pauses en H-alpha de 20 minutes, ben, je mettais ma caméra dans le congélateur, il est à moins 20, je le sais, il est à moins 20. Puis le matin, je pars avec un intervallomètre, là, vous connaissez, le petit intervallomètre Canon ou peu importe, ou un logiciel avec un truc USB avec l'ordinateur à côté du congélateur. Puis vous prenez des pauses toute la journée, 2 jours s'il faut, puis le congélateur, congélateur moins 20. La même chose dans le frigidaire à peu près 4 degrés. Puis dehors, à l'extérieur, ben 10, 15, 20 degrés, ça dépend. Fait que quand je faisais du DSLR, 3 sets de dark. Puis d'une soirée à l'autre, j'utilisais celui, évidemment, qui était le plus proche. Dans PixInsight, il y a une fonction pour scaler le fichier dark. Il va minimiser le bruit en appliquant un facteur. Fait que si on n'est pas exactement à la même température ou à la même durée de temps, il va scaler le dark. Ça ne donne pas toujours des super bons résultats. On est mieux d'être. L'idéal, c'est d'être vraiment à sa température. Mais à un moment donné, on ne peut pas prendre des darks en plus finir, parce qu'il faut minimalement prendre, je dirais, une vingtaine ou une quarantaine de darks pour avoir un bon signal, pour avoir un bon dark. Mais pour scaler, il faut absolument avoir des oui, oui, effectivement, parce qu'on ne veut pas scaler, il faut enlever le fond, là. Mais de ce fichier-là, ici, si on veut le multiplier par, mettons, 1.5 ou 0.95, parce qu'il n'est pas exactement à la bonne température ou au même temps, il faut avoir enlevé ça avant de ce fichier-là. Parce que ça, c'est assez constant. Si on prend ça et on le scale sans avoir enlevé ce truc-là ici, on va aussi scaler tout le fond, qui lui, il devrait être enlevé, puis après ça, on scale. Okay. Bon, c'est technique, là, mais j'imagine, ceux qui ne comprennent pas, ben là, je suis désolé, juste une petite parenthèse. OK. Fait, juste pour en revenir, moi, ce que je faisais, vraiment, les bias, j'en ai 2 sets. Les dark, j'en avais plusieurs sets en fonction de la température, mais je prenais le plus proche. Puis les flats, ben j'utilisais le même flat tant que ça marche. Autrement dit, si les poussières restent à la même place sur la caméra, puis le flat fonctionne, donc je laissais, j'ai un master flat de la veille, d'avant-veille, de la semaine d'avant. Si les poussières n'ont pas changé, je l'essaye. Si je vois des spots qui apparaissent, puis des trous blancs, des trous noirs, ben c'est parce que les poussières ont changé de place. Je refais un nouveau set de flat. Mais vous seriez surpris d'un fois que ça peut durer longtemps. Parce que les poussières qui est là, à moins que vous preniez votre caméra, puis let's go, ça ne changera pas de place. À moins qu'il y ait des grosses poussières, des cheveux, là ça change de place. Mais il peut y en avoir des nouveaux. Dans quel cas vous allez avoir à la place d'avoir un résiduel noir, vous allez avoir un résiduel blanc. Parce qu'il va avoir enlevé du noir. Ça, vous comprenez? OK. Je vais ouvrir ensuite Open. Je vais aller voir mon flat. OK.
Et je vais aussi appliquer... Excuse-moi, François. Martin, Martin. pas grave. Peut-être reculer. Oui. Tu as comparé une flat, tu as comparé un dark, mais un bon dark, c'est quoi? Un bon dark, c'est sûr que moins tu utilises d'image, okay, parce que dans tous les fichiers qu'on utilise, là, dans tous les fichiers que notre caméra génère, il y a plusieurs types de bruit. Okay? Le fichier, le dark, on va vouloir avoir ces pixels-là ici, ceux qui sont chauds. On veut enlever le restant du fond qui va être enlevé par ça ici. Vous allez voir tout à l'heure sur le Master Dark, on va avoir enlevé le bias, puis il va rester à peu près juste des pixels chauds. Puis un peu de fond de bruit, là, un peu. Mais plus on prend d'images à la même température, successivement. Mais ça peut-tu arriver que tu prends tes 20, 25, 30 images, puis tu te rends compte que ton master... il n'est pas bon? Il n'est pas bon. Oui. Comment tu fais pour... Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas bon? Si tu as des pixels chauds résiduels dans tes images, ben la source, ça peut être un mauvais dark. Ça peut être parce qu'il n'y a pas la bonne température. Ça peut être parce que, tu sais, dans les nouvelles caméras Canon, on peut savoir à quelle température est la caméra quand on prend les images. Vous savez comment? Ben, si vous avez des grands écarts entre les deux, ben, ça se peut que votre dark s'applique mal. Fait qu'un bon dark, c'est un dark qui va être composé de plusieurs sous-images, le master, je parle, qui va être à la température la plus proche possible de vos images, et aussi qui va être pris dans des conditions similaires. C'est-à-dire que, je m'explique, si pour une raison X, vous voulez faire descendre la température de votre capteur, parce que l'été, le capteur va chauffer beaucoup, puis que vous mettez une pause de 15 ou 20 secondes, vous prenez une image mettons, de 3 minutes, vous attendez 20 secondes pour faire refroidir un peu le capteur, vous prenez une autre image, mais que vous prenez vos darks en les prenant successivement sans avoir de pause de 20 secondes entre les deux. Bien, il y a des grosses chances que votre Master Dark ait de la misère à enlever les pixels chauds de votre image parce qu'il va être plus chaud parce qu'il n'y a pas de temps de refroidissement de chaque image. Bon, fait qu'il faut idéalement avoir un peu le même contexte. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je suis pas un favori là, de mettre des pauses très très longues entre chacune des choses. Là, je les prends successivement avec une petite 5 secondes. Là. Ben, 5 secondes entre les darks, 5 secondes entre les images. Si le dark s'applique mal, puis qu'on génère, il reste des pixels chauds résiduels ou peu importe, ben, il y a d'autres façons avec PixInsight d'aller enlever ces pixels-là. Une bonne façon de gérer ça si on n'a pas un très bon dark, c'est de faire du dithering, c'est-à-dire de changer la place du capteur un petit peu entre chaque image, puis ça va mieux tout ça. À la limite, même avec du dithering, on peut quasiment presque pas faire de calibration, juste des flats. Parce qu'on annule, le bruit du fond va être tout mélangé, puis ça va s'annuler. En théorie, là. Okay. Bon, je reviens avec mon flat, je vais aller l'ouvrir, ici. Je vais faire un auto-stretch sur ce flat-là ici, en cliquant sur le petit nuke. Et vous voyez que dans mon flat, là, je commence à avoir un peu de lumière de dehors, j'ai du leak, mais vous voyez que si je zoome ici, ben, j'ai une petite poussière qui est là. J'en ai un autre ici, j'en ai un autre ici. OK? La même question peut s'appliquer, c'est quoi un bon flat? Ben, il faut l'essayer. OK? Il faut vraiment l'essayer. Il y en a qui disent que sur une caméra DSLR, il faut que tu poses une surface homogène, idéalement assez blanche, puis qu'il faut que ton milieu, ton histogramme de ton image soit à peu près dans le milieu. OK? Puis de façon générale, c'est à peu près ça qui est intéressant, c'est que si l'histogramme doit être à peu près dans le milieu de la courbe. On verra tout à l'heure un peu, là, ben, je peux vous le montrer pour ça explicitement. Si je viens ici dans Process Explorer, je vais aller chercher la fonction Histogram Transformation. OK, allez faire ça. Process Explorer, Histogram Transformation. Je le clique ici 2 fois. Je viens chercher mon histogramme. On va revenir en détail avec ça parce qu'on va passer beaucoup de temps dans cet histogramme-là à la fin quand on va faire le processing. OK? Je viens ici rapidement, dans No View Selected, je viens ici puis je vais aller chercher mon flat qui est flat ici. Flat 1/10 de seconde, 800 ISO, 12 degrés Celsius. Je sélectionne ça ici. Vous voyez, le flat, il est là. OK? Mon histogramme est ici. Je vois que sur la possibilité de
0 à 1, ici c'est en 0, puis ici c'est 1, ben, mon histogramme est pas mal collé sur le 0. Mon flat n'est pas super lumineux. OK? Il va quand même super bien marcher. Est-ce qu'il peut être trop haut? Oui, il peut être trop haut. Il ne faut pas que tu aies de point de saturation. Il ne faut pas que ce soit clippé, mais... Il ne faut pas que ce soit clippé, il ne faut pas qu'il y ait de saturation. Clippé, à 0.7, 0.8... c'est haut un peu. C'est haut, quand même. Mais ça, c'est aux 2 tiers, je pense. Faut pas Ouais, ben, ça, on n'a pas de genre, là, moi je dis, quand je faisais du DSLR, là, ça c'est fait avec un AT8 ARC, là, ma photo de M51, puis ça c'est avec le AT8 ARC. Spécifiquement celui-là, je ne sais pas, je l'ai fait sur le ciel, ou peu importe, mais souvent je mettais un t-shirt blanc devant, serré, pas qu'il y ait de plis, pas que ça fasse de jeu d'ombre. Puis ça marche bien sur des télescopes qui sont à F8, F7, F6. Excusez-moi. Plus court un peu, F4, le problème c'est que le focus, en tout cas, non c'est l'inverse, pardon. À F8, c'est un peu problématique parce que le focus est long. Fait qu'on peut commencer, on va apparaître dans nos images quand on utilise un t-shirt, des espèces de textures bizarres, on s'aperçoit que c'est le coton du t-shirt qui sort dans le flat. Il faut faire attention. Mais le flat, à la moitié, mais vous voyez ici, là, je suis pas à moitié pantoute, là. Hein? Puis ça fonctionne super bien. Il ne faut juste pas saturer. Il faut l'essayer avec le flat. Puis c'est une question d'essai-erreur pour bien des affaires. Là. OK. Dans ce flat-là, ici, ben, vous voyez, j'ai encore la même matrice. Même chose ici. Je vais vous montrer tout de suite. Je clique sur ça. Je l'efface. Je vais aller dans Process, Image Inspection. Dans le milieu, il y a la fonction, il y a le Process Blink. Allez ouvrir ça. Est-ce que tout le monde l'a? Dans Blink, ça va vous permettre d'inspecter rapidement une série d'images. Okay? Fait que je vais aller ouvrir ici mes images en cliquant sur le petit folder et je vais aller chercher dans mon exemple ici mes flats. Je vais toutes les prendre. Je clique sur Shift, je les sélectionne toutes, je fais ouvrir. Il va les ouvrir un après l'autre. Ça peut prendre un certain temps. Je ne vais peut-être pas toutes les prendre, peut-être 5 ça aurait été suffisant pour l'exemple. Je vais le savoir le prochain coup. OK. Mes images vont apparaître ici. Yo. OK. Super. Il va appliquer un stretch à ma première image, puis voici mon blink screen. Si je viens sélectionner ici une durée de 0.1 seconde, OK, puis que je fais Play Animation, vous allez voir qu'il passe à travers toutes mes images. OK? Vous voyez qu'il y a une petite différence d'illumination. Il y a à un moment donné, il y en a une qui flash, elle n'est pas au même niveau. OK? Mais globalement, là, j'en ai pas une qui est super brillante, puis il y en a une autre qui est moins brillante. Ils sont toutes pas mal au même niveau. Pour un flat, c'est ça qu'on veut avoir. On ne veut pas avoir des images qui vont être... Parce que des fois, on commence avec une caméra, avec un DSLR, c'est pas trop un problème parce qu'on va prendre nos flats avec un auto-exposure. On va lui demander, on dit en mode AV, Aperture Control, Aperture Priority, puis il va changer la vitesse. Okay? Fait que si on prend des flats sur le ciel au coucher du soleil, ben, les premiers flats vont être à 1/5 de seconde, puis les derniers vont être à un quart, un demi, même des fois une seconde. Parce qu'il y a de moins en moins de luminosité, mais la caméra va compenser pour avoir le même. Ce que je veux voir sur le flat ici, j'ai l'inspection, puis c'est vrai pour toutes les sortes de fichiers, c'est est-ce que j'ai des trucs bizarres qui apparaissent? Est-ce qu'il y en a un dans la gang qui aurait peut-être une autre poussière qui serait apparue à travers au moment où je fais mes flats? Là, si je regarde ça ici, si je regarde mon inspecteur, vous voyez que globalement, j'ai des petites variations d'intensité, OK? Mais je ne vois pas apparaître de nouvelles poussières. C'est pas mal toujours les mêmes. Ça, c'est le concept d'inspection. À toutes les fois qu'on a un nouveau set d'images, on veut les inspecter pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que j'en ai une dans ça ou plusieurs qui vont montrer des trucs étranges? OK? Là, ici, pas de trucs étranges. Je pourrais avoir une grosse poussière qui apparaît sur une des images. Si j'utilise cette image-là dans mon master flat, ben, elle va venir influencer d'une certaine manière si j'utilise un algorithme
un peu bizarre pour calculer mon master. OK? On va revenir à ça. Si j'ai, par exemple, je ne sais pas, un flat qui est sous-exposé par rapport aux autres, ben, il peut venir influencer les résultats. Fait que là, j'ai quelque chose de beau. OK? Je peux intégrer ça ensemble. Je vais arrêter le truc. OK? On peut faire la même chose avec les images. Je vais fermer ça ici. Je vais retourner dans mon Blink et aller chercher. Attends un petit peu, je vais trop vite là. Je reviens dans mon Blink. Je vais juste faire ici Close All Images. OK? Je ferme toutes mes images et je vais aller rechercher maintenant, plutôt que d'avoir les flats, je vais aller rechercher mes images de M51. Je vais en prendre juste quelques-unes. OK? Peut-être 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ça va être un peu moins long. OK? Et là, je vois mon image Blink. Je peux zoomer à l'intérieur. OK? Je vais aller ici. Et je vais faire défiler chacune des images. Vous voyez que ce qu'on voit là, c'est l'effet du dithering. Si vous êtes en mesure d'en faire, donc si vous avez une caméra DSLR, que vous utilisez Backyard EOS et que vous faites du guidage avec PHD, les deux peuvent se parler. Ces deux logiciels-là ensemble, ça fait des merveilles. Ça a été capturé avec ça. OK? Si vous avez ce kit-là, Backyard EOS avec une caméra, là, ils viennent de sortir Backyard Nikon, là, BIC. Si vous avez Backyard EOS avec PHD, vous faites du guidage, il faut absolument que vous activiez le dithering. Backyard EOS va dire à PHD, change de place. C'est ça qu'on voit ici. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne différence. OK? Et vous voyez qu'il y a des pixels chauds ici qui vont rester à la même place. Vous voyez aussi qu'il y a des rayons cosmiques. OK, ici. Hop. Bien, l'image, elle, quand on va enregistrer tout ça, va tout se replacer à la même place, puis les pixels chauds vont être à des endroits différents. Quand on va faire une moyenne, quand on va faire un Sigma Reject, tout ça disparaît. OK? Si je fais un zoom out de ça, bien, vous voyez que les taches de poussière sont bien présentes. C'est les mêmes que donc sur ma série d'images. Je n'ai pas de nouvelles poussières que j'ai vues sur mon flat. Je pourrais en avoir une petite. Mais il n'y en a pas d'autres. Ça n'a pas changé. Si mon flat, j'ai pris 2 semaines avant, puis que ça prend quand même un peu de temps de se taper pour ça, puis peut-être patata, puis je regarde ça, puis je regarde mon flat, je me dis, des bonnes chances que ça marche. Des bonnes chances. OK? Puis moi, c'est ce que je faisais. Tant que mon flat, que j'avais pris 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant, fonctionne encore, si c'est pas brisé, réparez pas. OK? J'arrête ça. C'est bon. On va utiliser maintenant un process. On a fait l'inspection de nos fichiers. Je ferme mes fenêtres. On va maintenant faire, puis je vous invite à le faire aussi sur votre ordinateur parce que ça peut prendre un certain temps. On va utiliser la machine à saucisse de PixInsight pour faire, j'appelle ça la machine à saucisse, c'est qu'il y a un process maintenant, depuis peut-être 1 an et demi, qui existe, qui fait le pre-processing au grand complet, à partir de zéro. Okay? Comme ceux qui sont habitués dans, excusez-moi, Deep Sky Stacker, on garoche nos fichiers, on paye sur Go, puis il nous sort une image. PixInsight fait la même chose. Évidemment, il faut comprendre un peu ce qu'on fait, puis il y a une belle fenêtre de dialogue qui dit « Hey, attention, là, c'est le fun que tu n'as pas besoin de travailler trop fort, mais attends-toi pas à ce que ce que tu obtiennes au bout, ce soit le meilleur résultat que tu peux savoir. » Ça donne une bonne première ébauche de ton image, mais c'est certainement pas optimisé, puis il y a certainement un moyen de faire mieux que ce que tu vas avoir avec cette machine à saucisse-là. Mais je vous le montre parce que c'est quand même assez intéressant, puis ça permet rapidement d'avoir une image, OK? On saute le long processus de faire des masters, puis de faire la calibration, puis l'alignement, tout ça. OK? Fait qu'on va dans Process, on va aller dans, excusez-moi, c'est un script, pardon, pas dans Process, mais dans le menu Script, on a Batch Processing, et, Batch Processing,
on a Batch Pre-Processing ici. On ouvre cette fenêtre-là. Je vais l'agrandir un peu. OK? Et là, le concept, c'est la même chose que Deep Sky Stacker. Pour ceux qui sont familiers avec Deep Sky Stacker, parce que c'est un logiciel qui est intéressant. Quand on commence, on garoche ça là-dedans, pas besoin de trop comprendre, puis on fait OK, puis on a une belle image, puis on est super content. Puis c'est correct de même aussi. J'en ai fait pendant 2 ans Deep Sky Stacker, puis j'étais super fier de moi. Puis avec raison. Ça donne des super bons résultats. Ici, c'est le même concept. On a des fichiers, un onglet Bias, Dark, Flat, Light. OK? On a les processus qui sont intégrés, donc différents processus qui devraient être des choses qu'on fait manuellement une après l'autre, ils sont tous intégrés dans le Bash Pre-Processing. Ce qu'on a à faire carrément, c'est de faire Add Bias. OK? Je vais aller chercher, puis je vous demande de le faire. Je vais aller chercher toutes mes bias. Je vais ouvrir. Même chose avec ici. Si dans votre nom de fichier, c'est écrit bias, vous pouvez faire add file, puis lui il va voir, c'est écrit bias, ça doit être un bias, je vais aller le mettre dans les bias. Vous pourrez mettre des mots-clés dans vos noms pas vos noms de chansons, mais vos noms de fichiers, puis il va aller les placer à la bonne place. Moi, je ne l'ai pas fait nécessairement, je pense que je l'ai pour les flats, puis les dark, mais je ne suis pas sûr, fait que je vais aller les ajouter ici en bas manuellement. Fait que add dark, je vais aller chercher mes dark, je les sélectionne tous, je vais ouvrir, je vais aller chercher mes flats, je vais aller ouvrir mes flats, je les ouvre au complet, et je vais aller chercher mes lights, ici, dans Image, M51 et Light. OK. Vous voyez ici que mes bias sont là, c'est bon. Si je veux en voir un en particulier, je peux cliquer 2 fois dessus, puis normalement, il devrait me l'ouvrir. Non, il ne le fait pas. Bon, désolé, mauvaise information. Ici, les dark, binning 1, ben, c'est un DSLR, il n'y a pas de binning, fait qu'il met à 1. 602 secondes. Tous ces fichiers-là, c'est des dark qui ont 602 secondes. OK? Il les a tous regroupés ensemble. Si j'avais mis des dark, admettons, d'une autre durée, il l'aurait vu, puis il les regrouperait ensemble. OK? Ensuite de ça, flat, ici, même chose. Binning 1, light, binning 1, toutes mes choses. Remarquez que... Les lights sont à 500. Oui, exact. Je ne me suis pas cassé le basic. J'avais un dark de 10 minutes. J'ai pris des photos de 500 secondes, donc 8 minutes et quelques, là, mettons. Ben, je me suis dit, ça va faire. OK? C'est parce que là, j'ai un subset. Je travaille avec une version réduite pour que on soit capable de travailler. Là. Mais en réalité, là, les dark, là, il y en avait long, puis des bias, il y en avait 3. Ça finissait plus. OK? Il y en avait 200. En fin de compte, la recette, si on fait des dark de 8 minutes, puis on fait des light de 5 minutes, c'est aussi bon. Oui et non. Dans le sens que c'est mieux d'avoir des dark de la même durée, mais si ça n'en a pas, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas devenir fou, puis il faut pas... Tu sais, il va y avoir des images qu'on va dire, bon, je vais prendre des 5 minutes, parce que là, pour une raison X, ben, puis j'ai un dark de 10 minutes, mais PixInsight peut le scaler. Il va l'optimiser, puis il va le ramener, puis il va probablement faire quelque chose comme 0.5. Parce qu'il va s'apercevoir qu'en faisant 0.5 fois ton dark, il va le ramener le niveau de bruit au même niveau que dans ton image, puis il va faire 0.5. Ça peut être 0.52, 0.55, mais ce ne sera pas 0.95. Parce que ton dark est 2 fois plus long, donc en faisant 0.5 du dark, en enlevant le bias, il le ramène. C'est pas l'idéal. Ça va fonctionner. Si tu fais du dithering, puis qu'il reste des pixels chauds à gauche et à droite qui ont été mal calibrés parce que tu avais une différence, ça s'en va. Et le dithering, on peut aller chercher ça dans Backyard ou... Dans Backyard EOS, tu as un onglet PhD en haut, puis c'est Activate Dithering. Là, exactement, là, je me souviens pas, là, mais tu peux faire du dithering, puis ça, c'est merveilleux. C'est la plus belle intégration. Backyard EOS PhD, c'est la plus belle intégration de dithering que je connaisse sur PC. Maxime DL va faire du dithering, mais la simplicité de PhD et la simplicité de Backyard EOS, mêlent ensemble, puis Guilain, il a vraiment fait une belle job.
pour faire fitter les deux ensemble. Dans Pierre, il vient remplacer EOS utilité. Oui, oui, oui. EOS utilité, ça fonctionne bien aussi. Mais il ne fait pas de dithering. Mais il ne faut pas de dithering, puis il n'est pas axé sur l'astrophotographie. Fait que, ça marche. Mais Backyard EOS, pour le prix que ça coûte, là, je pense que c'est une trentaine de piastres. Trentaine de piastres. Trentaine de piastres, c'est vraiment là, le 30 piastres le mieux investi qu'on peut pas avoir. Oui, mais là, il y a un Backyard OS Premium qui a plus Ouais. de... Ouais. Voilà, ça fait comme 3 ans que je n'ai pas touché à ça. Là. Il y a de la SCOM. Ouais, il fait de la SCOM, je pense que tu peux contrôler ta monture, puis je pense que tu peux faire aussi de l'astro-tortilla, du plate solving, pour du genre. Ah ouais. OK, bon, ça vaut la peine. C'est vraiment, comme je vous dis, là, c'est un 30 piastres très bien investi. Puis j'ai pas de part dans la compagnie. APT, qui est la même chose que le Backyard, mais en plus qui donne la fonction d'une collection d'objets pour les... Oui, oui, de planifier ta session, là. Ouais, Ouais. Écoute, oui, j'avais déjà, au moment où est-ce que moi j'ai acheté Backyard EOS, il y a à peu près 4 ans, il y avait aussi APT, puis un ou l'autre, je te dirais que effectivement, mais à l'époque, il y avait, écoute, quand tu peux parler au gars puis il te répond tout de suite, Ouais, non, c'est le fun. 30 piastres, c'est dur à battre. J'ai acheté des logiciels d'astronomie 150 piastres, puis je les ai utilisés 2 fois, puis, on achète un gogos à 200 piastres, puis on leur met ses packs 2 jours après. Là. Tu parlais d'environ 100-200 bias. On parle de combien de d'heures? Ben, moi, je dis au moins une quarantaine. Une quarantaine? Autant que de photos? C'est pas nécessaire. Ben, tu sais, je veux dire, oui, non. À un moment donné, il faut se faire, faut se créer une routine. Puis, moi, à un moment donné, j'ai considéré qu'en faisant du dithering, quand j'avais ce setup-là, parce que l'image que j'ai là, j'avais un setup, ça allait bien. En faisant du dithering, tu peux te permettre d'avoir des fichiers de calibration qui sont un peu moins efficaces. Parce que tout le résiduel va être éliminé par le dithering. Quand tu ne fais pas de dithering, puis là, j'en fais pas, moi, parce que je n'ai pas le même combo Backyard EOS puis PhD, là. Je ne fais pas de dithering. J'ai intérêt à avoir ma calibration très dessus, pile poil dessus. Même les bias, il faut que je les prenne à la même température. Puis même, je dirais qu'avec une caméra CCD, un bias à moins 20, parce que tu peux régler la température de ta caméra CCD, tu fais des bias à moins 20, puis il fait, mettons, 10 dehors. C'est pas la même affaire qu'un bias à moins 20 quand il fait moins 20 dehors. Ils sont différents, les deux fichiers. OK? Fait qu'il faut presque que tu prennes des bias à la même température, dans le même environnement, parce que, bon, pour un paquet de raisons, là, mais ça fait une différence. Fait que, avec le dithering, ça permet de prendre des coins ronds un peu. Tu peux tourner coins ronds. Mais tu sais, l'autre affaire aussi, je me dis, c'est qu'il ne faut pas virer fou. Puis, si tu prends tes darks, mettons, après avoir pris tes images, puis que le ciel est encore beau, ben, tu sais, si tu prends 2 heures à faire des darks, puis, ben, tu sais, si tu fait le soir aussi, je sais pas, tu as une job que tu travailles 3 jours par semaine, puis tu peux faire un peu ce que tu veux, puis que, ben, tu sais, c'est pas... où tu es retraité, ben, tu sais, ça va assez bien. Tu peux faire tes darks le lendemain. Tu peux, tu sais, tu as le temps, mais quand tu as 2 jeunes... À une certaine époque, il fallait prendre des darks avant, dans le milieu, à la fin. C'est une religion. Ouais, proche de la température. Moi, je me dis que quand il fait beau en haut, là, tu prends des photos. Tu fais pas d'autre chose. Commence pas à faire des niaiseries, là. Tu sais, faut que tu prennes des photos. OK. Je vais vite passer. Donc, bias, ici, vous allez voir, rapidement, là, on va laisser ça comme c'est là, dans Average, Windsorize, Sigma Clipping. OK? Toutes ces choses-là, on ne les touchera pas. Dark, même chose. Ici, là, vous voyez, il y a un Exposure Tolerance. OK? Si je clique, si je mets ma souris par-dessus le 10 ici, Dark frame with exposure time differing less than this value in second will be grouped together. Ça veut dire si j'avais des darks, admettons, de 580 secondes, ou admettons, je fais 9 minutes, ça fait 540 secondes, ben, il ne les mettrait pas avec ceux-là. Il ferait un master différent. Mais il appliquerait à ça celui qui est le plus proche de mon image. OK? Fait que c'est ça ici. 10 secondes de différence, mais le pas ensemble. OK, fait que ça, je laisse ça aussi de la même façon. Dans les flats, je viens voir ici, là, je sélectionne mon onglet, là. Vous voyez que je sélectionne mon onglet. Puis là, j'ai les paramètres ici d'intégration de l'image. Flat, ça c'est bon. Je laisse tout ça comme c'est là. Light,
un peu plus différent. OK? Je pourrais demander de calibrer seulement puis de ne pas intégrer, parce que je veux intégrer moi-même après. Mais vous allez voir, ce n'est pas nécessaire, on va le faire passer à travers tout au complet. Je pourrais appliquer des corrections cosmétiques. On va y revenir si on a le temps à ça, parce qu'il y a un process de correction cosmétique. C'est intéressant si on a des hot pixels résiduels, il peut les enlever. Si vous êtes en CCD, vous avez une caméra CCD avec des colonnes défectueuses, des colonnes qui sont bad column qu'on appelle, ça peut corriger ça aussi. OK? Mais normalement, le bias devrait corriger les colonnes défectueuses. Debayer, ça c'est important. On sait que les caméras Canon, ça va être des RGGB. OK? Fait qu'on on choisit ça. Excuse-moi, sur le mien, c'est pas activé. C'est quoi? Moi non plus. Tu as raison. Ici, vous avez... Êtes-vous sur le fichier light? Êtes-vous sur Light, ouais, c'est ça? Ou sur Flat? Avez-vous sélectionné Light ici en haut? Puis là, le Debayer, il apparaît pas? Il est grisé. Il est là, mais il est grisé. Il n'est pas accessible. OK. Il n'est pas accessible. Est-ce que vous avez dans le... C'est dans- pas image. Ah oui, excuse-moi. Oui, effectivement, effectivement. Il faut cocher ça ici. CFA? OK, CFA image. Ah, Merci beaucoup. c'est quoi CFA? C'est Color Filter Array. C'est le Color Filter Array, c'est le nom du truc qui est imprimé par-dessus votre processeur, parce qu'un capteur, un capteur d'une caméra, c'est un processeur, là. C'est collé par-dessus, c'est etché par-dessus, c'est Color Filter Array. C'est une suite de filtres de couleurs, CFA. C'est un peu la... Bon, je veux dire, c'est un peu la même affaire que la matrice Bayer, mais techniquement non, mais en même temps, pour les besoins de la cause, c'est la même chose. Il faut avoir ça coché ici. Si vous avez des images monochromes d'une caméra CCD, ça, vous décochez ça. OK. Le Debayer méthode, on va le laisser à VNG. C'est Vector, je me souviens plus trop, là. Il y a Super Pixel, il va faire un pixel avec 4. Donc, dans les 4 pixels RGGB, il va en faire un seul. Si vous faites du H-alpha, vous pouvez choisir ça. Ça va vous économiser beaucoup, beaucoup de temps. Bilinéaire, c'est la méthode conventionnelle d'extrapolation pour les images couleurs. Mais ici, VNG, par défaut, c'est celui-là. On va garder celui-là. Moi, je n'ai pas vu grande différence, mais celui-là, semble-t-il, est un peu supérieur. Je vais aller dans les paramètres d'enregistrement ici. Je clique, je viens juste ici, là. Image Registration, IR, les paramètres. Je viens sélectionner ici Bicubic Spline. OK? Le restant, je laisse ça comme ça. Je veux avoir ici un Noise Reduction. Je vais le mettre à 2. Pourquoi je le mets à 2? C'est que dans mon image, pour certaines raisons, il va rester des pixels chauds. On va le voir tout à l'heure, parce que mon dark, il n'est pas tout à fait correct, fait qu'il va rester des résiduels. Ces résiduels-là, s'ils sont placés à la même place sur chacune des images, PixInsight va prendre ça pour des étoiles. OK? Il va enregistrer mes fichiers par rapport à des pixels chauds. En utilisant ici une réduction de bruit de 2, on vient enlever ces pixels-là, chauds, qui sont 1. OK? Un pixel, ça a une dimension de 1 pixel. Donc, en prenant 2, je vais enlever toutes les structures dans mon image qui ont moins que 2 pixels. On va revenir à ça parce que tout à l'heure, au traitement, vous allez comprendre c'est quoi le concept de structure, de taille de structure dans PixInsight. Chaque élément d'une image photographique a une taille. Une étoile peut avoir 10 pixels de large. Donc, normalement, si on demande à PixInsight, sors-moi toutes les structures de 10 pixels, cette étoile-là va sortir. OK? Ainsi de suite. Le bruit ici, 2, pour enlever dans l'image tout. Il n'enlèvera pas il les enlève pas dans l'image. À la fin, mon image, elle va quand même contenir ces éléments-là. Mais pour les besoins de l'enregistrement, il va faire un blur par-dessus l'image qui va enlever tous les petits trucs sur lesquels il pourrait s'enfarger pour faire l'enregistrement. OK? Fait que je le mets à 2. Et ensuite de ça, je pourrais demander d'optimiser le dark frame ici. OK? Donc, moi, j'ai des 600 secondes. J'ai pris des images à 500 secondes. Fait que j'ai dit, optimise-moi le dark frame, qui est ici. OK? Optimise dark frame. Fait qu'il va appliquer un facteur. De façon itérative, il va faire quelques facteurs. Il va vérifier, si je mets 0.5, je mets 1.5, puis si je mets, mettons 1, il calcule le bruit résultant dans l'image.
Il va dire, OK, ben, je devrais, pour minimiser le bruit, je devrais mettre 0.85. Ça marche, mais pas toujours. Ça, c'est une des places, puis on peut le voir, c'est une des places où est-ce que si vous l'essayez et vous ne l'essayez pas, vous pouvez avoir des résultats différents. Encore une fois, avec le dithering, on vient enlever ça. OK? Fait que je le mets quand même. Ensuite de ça, Generate Rejection Map, je vais l'enlever. OK? Mais ça sortirait une carte de tous les pixels qui ont été flushés quand ça a été intégré. Export Calibration File, je veux avoir ça, parce que ça va me faire un master pour le bias, pour le flat, pour le dark. Il va me sauver mon master sur le disque. Fait que je vais pouvoir les inspecter pour voir si mon master il a de l'allure. Si je ne fais pas ça, je ne verrai pas qu'est-ce qui va avoir été utilisé. OK? Ensuite de ça, Use Bottom-up Fit. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a deux façons d'enregistrer les fichiers dans un capteur. Ben, dans un capteur, il y a un coin en haut, à gauche. Puis des fois, il y a des caméras qui enregistrent ce pixel-là en bas, à gauche. En haut ou en bas. Fait que dépendamment, si vous faites ça ici, assurez-vous de toujours l'avoir. Autrement dit, si vous faites bottom-up fit, puis que vous faites des masters, puis plus tard, vous faites une autre image, puis vous décochez ça, bien, vos masters, si vous les réutilisez, ils ne fiteront plus avec votre image, parce qu'ils vont avoir été flippés verticalement. Si vous avez une image M51, vous apercevez, hey, misère, est à l'envers. OK? Ben, c'est parce que ça, c'est activé, puis votre caméra, elle n'a pas sauvé comme ça. Fait. Si votre caméra sauve ces images à l'envers, puis que vous autres, vous les mettez, vous les dites, ben, c'est sauvé à l'envers, il va la remettre à l'endroit. Si elle sauve à l'endroit, vous lui dites, mettez-la à l'endroit, elle va être flippée. Cosmétiquement, c'est la même affaire, c'est la même image qui va finir au bout. Visuellement, vous avez juste besoin de la flipper à la fin, quand vous avez fini votre image, vous lui faites faire une image miroir, puis elle va revenir comme on est habitué de la voir. C'est à cause d'un DSLR. Non. C'est à cause du miroir de Il y a un téléphone. plugin qu'on peut ajouter qui, je crois, requiert un certain setup. Je me souviens plus. Mais c'est CD, vraiment. C'est pas l'optique du télescope qui fait flipper l'image ou non. C'est vraiment dans le fichier qui est enregistré. Est-ce que, tu sais, comment je pourrais dire, par où qui commence à enregistrer? Tu sais, si vous avez une image, puis le premier coin en haut, c'est lui qui sert, puis que le fichier est enregistré comme ça, tu sais, un fichier, c'est juste un... Vous comprenez? Il enregistre le fichier comme ça. Ben, c'est ça. S'il commence par là, ou s'il commence par celui d'en bas, puis il fait ça de même comme ça, ben, c'est bottom-up ou bottom-down. Si vous avez une image qui est systématiquement virée à l'envers par rapport à ce que vous voyez normalement sur votre caméra, si vous ouvrez vous allez le voir, là, vous sortez votre image, puis quelqu'un dit « Hey, elle est à l'envers ton image », c'est là que ça se passe. OK. Use Master Bias, Use Master Dark, ben, pour l'instant, je n'ai pas de master. OK? Mais si j'avais un master, à la place d'utiliser ma série d'images, parce que tout à l'heure, j'ai demandé de les enregistrer, Export Calibration File, il va les enregistrer sur le disque. Ben, si après ça, j'ai plus besoin de les recalculer, puis c'est un petit peu long, là, hein, de tout refaire ça, ben, je vais lui dire, utilise les masters que tu as déjà calculés la fois d'avant. Je les ai validés, je suis allé les voir sur mon site, je les ai ouverts dans PixInsight, j'ai constaté que mes masters étaient valides, étaient bons, il n'y avait pas de défaut dedans, il n'y avait pas de trucs bizarres, ils sont corrects, ben, utilise les masters. Okay. Oui. Ça serait une bonne idée si j'ai déjà un master flat. Oui. Puis dans la nuit, j'ai fait des flats avec une lumière. Je vais rajouter les poussières que j'ai eu dans la nuit. Là, ce serait une manière de le rajouter. Non, il ne rajoutera pas, il ne combinera pas des images que tu rajoutes ici avec un flat que tu as déjà. Okay. Il ne combinera pas. Si tu veux les combiner, il faut que tu refasses, que tu les combines toi-même à mitaine, puis que tu dises de ne pas utiliser le master. OK? Excuse, tu as des ads custom, ça possède des dark là? Ouais. Rajouter un autre genre. Bon, ouais, ben écoute, honnêtement, je ne me sers jamais de ça, là. Fait que je ne connais pas trop, mais custom ici, image type, ouais, flat, dark frame, bias, pinning, c'est toi qui décides c'est quoi, là. Ça change souvent, tu sais, dans 2 semaines, tu peux en avoir une autre version. D'après moi, ça ne changera pas beaucoup, mais quand ça a sorti, là, à toutes les 2-3 semaines, on avait une nouvelle version, puis là, essayez ça. Fait que, si on rajoutait ça à un moment donné, parce que quelqu'un se dit, hey, j'aimerais ça pouvoir moi-même contrôler l'image plutôt que d'aller jouer dans le fit du fichier, puis dire c'est des 600 secondes, parce que le logiciel ne l'a pas enregistré, ben, tu peux le forcer, tu sais. OK. Les deux autres choses qui nous restent, c'est Registration Reference Image.
Pour enregistrer nos images, ça prend une image de référence. Enregistrer dans le sens aligner sur les étoiles chacun des fichiers, la registration ou l'enregistrement, okay, l'alignement des images. Ça prend une image de référence avec laquelle tu veux que j'aligne les autres. Normalement, quand on a inspecté nos images tout à l'heure de M51, qu'on les a fait rouler en boucle, ben dans ça, là, à un moment donné, il y en a une qui est plus belle que les autres. Les étoiles sont plus rondes. Okay? Le contraste est meilleur. Le fond du ciel est plus sombre. C'est souvent, des fois, une image qui est prise à la fin ou une image qui est prise au début. Ou une image, bon, n'importe laquelle, mais que les étoiles sont plus rondes. On s'entend que si la première image en haut, qui va être celle par défaut, si on ne met rien ici, les étoiles sont étirées parce que ça a bougé un peu, puis on l'a laissé passer pareil, parce que de toute façon, dans toutes nos images sont toutes étirées un petit peu. Ben, on comprend que les étoiles n'étant pas rondes, ben, l'alignement, ça va marcher, ça va donner une image, mais ça ne sera peut-être pas super parfait. Fait que si vous, dans vos 25, dans vos 10, dans vos 50 images que vous voulez aligner, il y en a une que vous voyez qui est vraiment belle, bien réussie, les images rondes, vous sélectionnez celle-là comme image de référence. Je ne l'ai pas faite. OK? Une image entre deux nuages. C'est ça. OK? L'autre chose aussi, c'est que pour effectivement, ce que tu dis, c'est important parce que parfois, il va y avoir des images, des nuages qui vont passer. Puis on va quand même vouloir utiliser ces images-là parce que sinon, on n'en prendrait plus, on n'aurait pas. OK? L'humidité. Fait on veut aussi avoir une image de référence dans le sens qu'on ne veut pas de trucs comme des nuages dans notre image de référence. Parce que cette image de référence-là va servir non seulement pour aligner les étoiles, mais aussi pour faire l'intégration finale. L'intégration finale, ben, le processus, c'est qu'il faut que statistiquement notre population d'images, notre paquet d'images, soit comparable parce que on va utiliser des méthodes qui vont enlever des pixels sur la base de leur propriété de lumière. C'est-à-dire, si par exemple dans une série d'images, j'ai un histogramme qui est avec une distribution normale, là, je vais passer vite là-dessus, mais il faut que toutes nos images aient le même background. Fait que si j'ai commencé à prendre des photos, il ne faisait pas tout à fait encore noir, l'image de 5 minutes était un petit peu plus claire, puis là, l'autre après est un petit peu plus foncé, un petit peu plus foncé, un petit peu plus foncé, puis une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant, 2 heures après, ben, normalement, ça prend peut-être une demi-heure, 45 minutes, là. Après 45 minutes, c'est stabilisé, toutes nos images ont le même fond du ciel avec la même intensité, puis vous, à un moment donné, j'ai un petit nuage qui passe, celle-là va être plus claire. Ben, il faut que je prenne une image où est-ce que le fond du ciel est le plus noir possible. Parce que sinon, si je prends une image du début, que le fond du ciel est plus foncé, il va tout scaler mes images que j'ai prises après pour les amener au même niveau d'intensité que la première. Parce que si les images n'ont pas le même niveau d'intensité, puis que statistiquement ne sont pas comparables, ben, on ne peut pas faire de réjection de pixels parce que les images ne sont pas au même niveau. Vous comprenez? Pour faire des statistiques, ça prend... si on se met tout ici on se met tout aligné un ici à côté de l'autre, puis qu'on décide de nous trier par grandeur, ben si tout le monde a les pieds sur le plancher, ça va marcher. Mais s'il y en a un, je dirais pas, mettons des talons hauts ou des bottes avec un talon plus haut, ben là, celui-là, ça va être faussé. Okay? S'il y en a un qui est debout sur une chaise, s'il est petit, bien, il est debout sur la chaise. Okay? On va avoir l'impression qu'il est grand, mais en réalité, son fond du ciel, il est plus clair. Fait que lui, on va dire, hey, va-t'en toi là, ou ben t'es correct. T'es à la même grandeur que les autres. Mais en réalité, il n'est pas la même grandeur que les autres. Il est plus bas. Fait qu'on ne devrait pas utiliser ces pixels-là, ou on devrait le multiplier. OK? Fait que, statistiquement, c'est important de choisir une image qui va être représentative, des belles étoiles, puis un fond du ciel le plus noir possible, le plus noir, le plus clean possible. Pour sélectionner notre image, ben, j'en prends une au hasard, celle-là ici. Je vais cliquer 2 fois dessus. OK? En cliquant 2 fois dessus, il va venir la mettre ici comme image de référence. Output Directory, ici, je ne mettrai rien. Ils sont automatiques. Oui, il va le sauver à la même place que nos images. Okay. Ah, si tu cliques, ouais. Ben, si tu cliques, là, ouais, au début, la première fois, où il va t'envoyer une place bâtard, là, tu peux lui dire que tu veux l'avoir dans exemple. Excusez-moi. Sélectionner exemple. Je vais prendre ça ici, exemple de SLR. Fait qu'il va venir enregistrer toutes les images ici. Moi, vous voyez que je l'ai déjà fait. Là, je parle. Je vais vous demander de cliquer sur
avant de cliquer sur Run, on va juste faire diagnostic ici. OK? Diagnostic completed OK. S'il me manquait des fichiers, si je n'avais pas mis de bias, il me dirait, hey, by the way, tu n'as pas mis de bias, ça serait peut-être intéressant que tu en mettes. S'il me dirait, ben écoute, j'ai pas de flat, j'ai pas de dark qui fit bien avec tes images. Fait qu'il passe un paquet de conditions comme ça, puis il t'informe, mais il t'empêchera pas de le faire pareil. OK? Diagnostic est OK, c'est bon. Après ça, je fais Run. OK? Je le ferai pas parce que ça va geler mon ordinateur pendant à peu près 15 minutes. Mais je vous demande de le faire. Pendant ce temps-là, on est presque à la pause. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer des éléments d'interface de PixInsight que j'ai pas nécessairement, qu'on n'a pas vérifié, qu'on n'a pas vu là. Fait que faites rouler le process en faisant sur Run. OK? C'est vraiment un verre de vin. Ouais, ça se peut. C'est dans le petit carré, là, en bas de copyright. Ouais, ici là. Laisse ton curseur dessus. Là, ça dit 6 ou 7. 7. Ouais, c'est ça. Now go get a cup of coffee or a glass of wine. C'est ça. Ben, c'est des Espagnols. Mais si vous faites, en cliquant sur Run ici, il va aussi vous montrer une boîte de dialogue qui vous dit, hey, c'est bien beau, c'est bien le fun, tout se fait automatiquement, mais vérifiez vos affaires et assurez-vous que... OK? Fait que je vous encourage. Est-ce que tout le monde a réussi à populer toute cette boîte de dialogue-là? Parce qu'il y en a qui n'ont pas... ben, si c'est volontaire, puis vous voulez juste écouter et ne pas le faire, c'est correct, mais tous ceux qui veulent le faire ont été capables de populer ça. C'est bon? Fait que cliquez sur Run. Si vous ne l'avez pas, de toute façon, dans le répertoire que je vous ai montré, il y a une image. OK? Il y a une image ici, dans exemple, attends un petit peu. Base ici, il y a M51, intégration fit. OK? Ça, c'est l'image que normalement vous devriez avoir. Fait que si pour une raison X, après ça, ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui a foiré, votre ordinateur a planté, peu importe, vous ne voulez pas recommencer, bien, on va partir de cette image-là. Oui? Je ne sais pas si c'est une bonne manière de vérifier que le noise reduction, mon choix, il serait bon. Est-ce que j'aurais pu décider de ne pas aligner les images, de juste les calibrer pour que ce soit plus court, d'utiliser cette routine-là pour voir si le Sigma clipping, c'est bon? Oui. Parce que c'est long de faire ça, tu utilises Oui, ça à la fin. oui, effectivement. C'est pas super bon, mais tu le vois tout de suite. Non, tu le vois. Juste, effectivement, tu peux après ça vérifier pour voir, juste pas les intégrer, mais je te dirais que de toute la portion qu'il y a là, l'intégration à la fin, c'est peut-être, à moins d'avoir beaucoup d'images, ça prend peut-être 1/5 du temps. Là. Fait que tu vas sauver peut-être, ça prend 15 minutes, ça va peut-être sauver 2-3 minutes. C'est pas mal la seule manière d'évaluer si les paramètres de Sigma sont bons. Tu sais, on s'entend là qu'une fois que vous avez fait des masters, bias, dark puis flat, que vous avez jugé que c'est ces fichiers-là que vous voulez utiliser pour calibrer votre image, vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par ça. Là. Vous pouvez passer par les... On veut les aborder rapidement tout à l'heure, là, parce qu'il y a les process. Chacune de ces choses-là, il y a un process. On peut beaucoup plus contrôler les paramètres d'intégration. Ce qui est difficile, c'est de savoir laquelle qui sont bons pour notre image. Parce on va les inspecter. On va les inspecter. Là. OK. Fait que tout le monde a parti le petit, fait un petit run. Fait que moi, je vais juste annuler ça ici. Exit. Il va me dire, do you... OK. Là, je vais faire non. OK. Juste pour vous montrer que, vous voyez, j'ai un petit triangle ici. En bas. Bien, ce petit triangle-là, si je le prends et je le drague sur mon bureau, ben, ça devient un process qui est enregistré. Je vais fermer ça. Exit. Yes. Mon process, il est là. OK? Qu'est-ce qui arrive? Là, ici, c'est pas un process comme tel, comme tout à l'heure, c'est plus un script. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations dans cette boîte de dialogue-là. C'est pas juste, fais-moi un stretch, ou fais-moi une réduction de bruit, ou fais-moi un rehaussement des contrastes. C'est, fais ça. Fait que c'est un script. C'est plusieurs opérations l'une à la suite de l'autre. Si je clique 2 fois dessus, OK? Vous voyez que c'est un script, puis là, ici, là, il y en a. Vous voyez, là, tous les fichiers bias, tout est rentré là. OK? Il y a plusieurs choses. Si je veux récupérer ma fenêtre de dialogue, parce que je veux refaire mon process de tout à l'heure, si je reviens ici dans le script, je vais fermer ça. Oups. Pardon. Si je viens dans le script ici, batch processing, batch preprocessing, et oups. Vide. OK? Fait que je reviens ici, je ferme ça. Oui. J'ouvre mon process. Et en bas ici, j'ai
en plus du petit triangle, j'ai un Apply ou un Apply Global. Je vais cliquer sur l'Apply Global. OK? Puis là, il vient me rouvrir ma boîte de dialogue. Avec toute la toutes les fenêtres, les boîtes, la boîte populée, là. Populée dans le sens que c'est rempli avec les... OK? Donc, à la fin, quand vous avez fini votre intégration, vous avez une image, en faisant Exit, il vous demande, veux-tu vraiment sortir? Oui, mais si tu as oublié de mettre ton process sur le bureau, parce que tu sais très bien que tu vas avoir à le refaire dans 2 minutes, là, ben, on fait non, on enregistre notre icône, puis après ça, on peut le fermer en disant oui, puis on peut revenir ici, redemander notre boîte de dialogue, comme ça. OK? Quelle est la différence entre, le petit triangle, je vous l'ai montré, c'est l'instance comme telle. OK? Je la mets sur le bureau, je l'applique à une image. Ici, c'est Apply, ça veut dire que j'ai une image qui est active, puis en cliquant sur Apply ici, il va appliquer ce qu'il y a dans mon script, dans mon process, sur l'image qui est active. On s'entend que dans ce cas-là ici, ce n'est pas quelque chose qui va être applicable à une image active. On intègre, on fait des masters, on applique tout ça, il n'y a pas d'image active. Ça va être Apply Globally. C'est sans avoir une image. Il y a quelques fois où est-ce qu'on va avoir des choses comme ça. Par exemple, quand on va en CCD, on va vouloir créer une image avec une couche RGB, mais on n'applique pas, on crée une nouvelle image. On va faire Apply Globally avec le process, puis il va nous créer une nouvelle image. OK? OK. Est-ce qu'il y en a qui c'est terminé? Vous avez une bombe, puis le process est terminé? Non? Moi, j'ai manqué de mémoire. Tu as manqué de mémoire? J'ai 2 gigs de RAM. Ouais. Je vous dirais qu'avec le prix de la mémoire actuellement, là, 8 MB, c'est comme la pauvreté, puis 16 MB, Les gigs, excusez-moi, je vais arriver en 2014. 8 gigs, c'est pas mal le minimum, puis 16 gigs, c'est bon. Ça fait 64 bits. Ouais, c'est ça, c'est 8, mais 8, c'est la... Moi, j'ai 4, puis... Oui, il va marcher à 4. C'est juste que si on a le temps, on va voir tout à l'heure, on va être obligé de modifier certains paramètres, parce que plus tu as de mémoire, plus que tu peux travailler avec des gros chunks d'informations. Puis, si tu n'as pas assez de mémoire, ben, ça va planter. Fait qu'il va y avoir une place que tu vas dire, travaille avec un peu moins de buffer, puis là, ça va passer, mais ça va être un peu plus long. C'est ça. Surtout à 64 bits, parce qu'il met les registres un à côté de l'autre pour former un 64 Ouais, bits. ouais. Ça prend plus de mémoire. Effectivement. OK. Je vais passer vite. OK. En bas, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des menus. C'est bien beau. Je pense que c'est des menus assez standards. Il y a aussi un paquet d'icônes que pour l'instant, je ne les verrai pas. On va les voir au fur et à mesure. Ici, en bas, j'ai des views. Fait que si je veux juste... j'ai un menu ici là, qui s'appelle View ou Active View. Là, ça dit No View Available. Si je viens ici, je clique puis j'ouvre, mettons, une image, n'importe laquelle. OK, je vais voir que ici, j'ai une liste de mon image. Si j'en ouvre 50, bien, je vais avoir un menu déroulant ici avec 50 images. Fait que je suis capable d'aller sélectionner une image en particulier, plutôt que de la chercher, parce qu'à un moment donné, c'est le bordel. OK? On va la sélectionner là, puis c'est celle-là qui devient active. Il va nous la montrer. OK? À côté, ici, j'ai des workspaces. Dans PixInsight, il y a 4 workspaces. Je pense qu'on peut en mettre plus si on veut. Un workspace, c'est des plans de travail, comme ça le dit. Fait que vous voyez, si je mets ma souris sur la première icône ici, OK? Ben, c'est ma fenêtre qui est là. Je travaille sur le workspace numéro 1. J'en ai 3 autres à côté. On va voir tout à l'heure que quand on commence à faire plein de manipulations, on génère des images avec des versions. Si on veut les conserver, bien, des fois, plutôt que de les garder quelque part dans notre fenêtre, on peut les envoyer dans un autre workspace pour faire du ménage. OK? Si je veux prendre cette image-là et l'envoyer dans un autre workspace, vous voyez ici, je clique sur le deuxième, il n'y a rien. Troisième, il n'y a rien. Quatrième, il n'y a rien. Je reviens sur le premier. OK, je vais cliquer ici, puis je vais dire, envoie-moi ça au workspace numéro 2. Poup. Mon image est partie, puis elle est rendue sur le workspace numéro 2, à la même position. Fait que ça permet de gérer un peu, on travaille avec du RGB, du narrowband, on a plein de fichiers d'ouvert, on a plein de masques d'ouvert, on va voir des masques tout à l'heure. Ça va vite, on vient saturer, on fait des masques de toile, plein de fichiers d'ouvert, on les envoie sur des workspaces séparés. Ou je peux avoir une version 1 de mon image, puis dans le workspace 2, je mets la version 2 de mon image, puis là, je switch d'une à l'autre pour voir laquelle qui est, ainsi de suite.
si on fait un process, puis que les images sont dans différents onglets, est-ce qu'on peut quand même faire un combine sur les quatre? Oui, 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 oui. On peut le faire pareil? Oui. OK. Toutes les images sont disponibles. En combinaison? À côté, ici, vous avez d'autres informations. OK? Là, j'ai un flat ici. Je vais juste faire un auto-stretch. Attendez un petit peu, j'ai des icônes qui ne sont pas visibles. Je vais juste déplacer ça ici. Parce que là, mon écran est plus petit que normalement. Vous voyez que j'ai mes... Ça ici, c'est pour les auto-stretch. Vous voyez que j'ai mon petit nuke, là. Pardon, cliquez dessus, puis je vois mon auto-stretch. Ça, c'est la barre d'icônes pour le STF, le Screen Transfer Function. J'en ai d'autres pour les previews. On va voir c'est quoi un preview. J'en ai d'autres pour les zooms. Si je veux agrandir ici comme ça, si je veux rapetisser, si je veux me mettre à un dans un, ainsi de suite, tout est là. Si je laisse ma souris dessus un petit peu, il va me dire c'est quoi l'icône qui est là. OK? Je vais tout de suite montrer un truc intéressant. Dans PixInsight, on peut travailler avec des previews. Un preview, ça va être une portion de notre image. On va utiliser des previews tout à l'heure pour faire la calibration des couleurs. Un preview, je vous donne un exemple. Je vais cliquer ici sur cette icône-là, qui est New Preview Mode. Je clique dessus et je viens sélectionner ces deux poussières-là ici. OK? Vous voyez que dans mon onglet ici, il vient d'apparaître un preview et j'ai une sous-image qui a été créée par la fenêtre que j'ai draguée sur mon image principale. Ce n'est pas une image, c'est un preview de l'image principale. Si je fais des modifications sur l'image principale, elles vont apparaître ici. Par contre, parfois, on veut voir, avec les nouvelles caméras DSLR qui ont 20 mégapixels, on se ramasse avec des images monstrueusement trop grandes, avec des résolutions monstrueusement trop élevées. Puis, si on fait des process, puis on essaie des choses sur l'image principale, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. OK? Fait qu'on peut se faire un petit preview, par exemple, de notre galaxie, appliquer le process sur le preview pour voir ce que ça donne. Oui. Puis il va tout de suite nous montrer ce que ça donne, sans l'appliquer à l'image principale. C'est une façon de travailler plus rapidement. L'image finale, il va la mettre, si on vient voir, là, je vais revenir avec ça tout à l'heure, là, mais si on vient voir notre répertoire original, ici, les fichiers calibrés sont ici, les masters sont là, les fichiers enregistrés sont ici, c'est dans master, il va y avoir un light binding one. Mais Martin, moi j'ai fait des fits à partir, parce que je download des sessions avec Maxime DL. Fait que là, moi, quand il fait pas des SLR RAW, là, il me délayeur pas. Là. Tu peux pas utiliser des masters faits avec Maxime DL dans PixInsight. Non. Donc les dark. Il y a des raisons, là, puis là, c'est que les fichiers ne sont pas sauvés de la même façon, puis c'est la façon dont les fichiers sont sauvés, là, c'est une grosse source de problème. Je dis pas que ça peut pas, ça marche systématiquement jamais, mais beaucoup de gens posent la question sur le forum de PixInsight, puis ils font systématiquement répondre « Refais tes masters dans PixInsight ». Parce que PixInsight a une façon de travailler qu'il va considérer quand il va avoir le master que c'est lui qui l'a fait, puis qu'il y a une petite philosophie en arrière de ça, puis il va continuer. Entre autres, en particulier par rapport au fait que les fichiers dans PixInsight, toutes les valeurs sont entre 0 et 1. Le fichier est toujours sauvé entre 0 et 1. Ce n'est pas un fichier entre 0 puis, admettons, moins 32 000 quelque chose et plus 32 000 quelque chose pour les fichiers signés, puis entre 0 puis 65 000 quelque chose pour les fichiers non signés. Il va considérer, quand il prend le fichier entre 0 et 65 000, il va le rescaler pour le mettre entre 0 et 1. Ça marche pour les images de base, mais pour les masters, c'est pas évident. Comment dire, mais Maxime DS, pratiquement juste à la prise de vue, oui. Tout le traitement, oui. Tout ça dans PixInsight. Pardon. Tout ça dans PixInsight. Mais pour contrôler tes prises de photos, c'est pratique. Pour Maxime, oui. Oui, évidemment. Maxime, ça marche pas. Pour l'acquisition, Maxime DL va te permettre, par exemple, de pré-calibrer tes images. Autrement dit, tu as un petit piton, là, si ma mémoire est bonne, là, tu vas prendre une image, puis il va déjà la calibrer, puis il va la sauver comme calibrée avec ton master, tu fais une bande de bias, de dark, puis là, il va dire, OK, c'est une image de 10 minutes,
à telle température, ben j'ai déjà un dark de ce temps, puis j'ai déjà un flat de ça, puis il te met ton image calibrée. Si tu fais ça, puis tu emmènes tes images calibrées dans PixInsight, tu peux les aligner, les stacker, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux repartir de zéro avec des masters, tu prends ton master, tu as pris dans PixInsight, tu l'amènes dans le master de Maxime DL, tu l'amènes dans PixInsight, pas bon. Par expérience, Et pour les couleurs, ça marche pas. Moi, c'est le même problème pour les couleurs. Oui. Oui, même chose. Les images de lumière, c'est la même affaire. Ouais. Dans le fond, Maxime DL, qui était super... Non, excuse, l'acquisition, ton image de couleur est pareille, là. Moi, je parle des masters. Toutes tes bias, si tu fais un master dans Maxime DL, c'est un max. J'ai pas fait de master, j'ai fait mes prises. Ah, il n'y a pas de problème. Non, tu peux prendre toutes les images de base, les 200 images que tu sers pour faire ton master bias, les 40 images dark que tu te sers pour faire ton master dark, ces images-là, tu les as faites dans Maxime DL, il n'y a pas de problème. Tu les amènes dans PixInsight, puis tu fais ton master dans PixInsight. Moi, je parle que tu ne peux pas utiliser le master qui a été créé par Maxime DL. Mais là, je te repose ma question. Oui. C'est que là, moi, je suis en couleur là, Oui. les Bayer, si tu veux, Oui. la matrice Bayer est appliquée, mais c'est parce que c'est du fit, il ne la reconnaît pas comme un RAW Canon. Non. Fait comment est-ce que je fais pour aller dans le Format Explorer puis me le mettre en... C'est dans le fit. Il faut que tu le fasses à bras. Ou faut que tu lui dises, faut que tu le fasses à bras, faut que tu lui dises que tu as une matrice Bayer dans ton fit. CFA. Tu vas lui dire CFA, Color Array, puis tu lui donnes la bonne... parce que c'est un traitement après ça, quand tu fais... ouais. Parce que c'est pas des CR2. Effectivement, Maxime DL ne sauvera pas des fichiers CR2 de... Fait il ne prendra pas ça comme un DSLR, il va le prendre comme un fit. OK? par expérience, si tu veux faire ton acquisition dans Maxime DL, ton stack dans Maxime DL, Non. puis faire ton traitement. Non. Moi, je dis que le stack, tout le pre-processing de PixInsight est supérieur à celui de Maxime DL. Ça vaut la peine de l'avoir. Ouais, tu prends tout. Et si c'est sûr que Maxime DL, même si c'est une caméra DSLR, il va te générer un fichier FIT avec ça. C'est un fichier FIT qui est une matrice Bayer. Bon, et là, il va falloir juste que tu vérifies comment elle est enregistrée ta matrice Bayer. Ça risque d'être un fichier monochrome. Ça va être du noir et blanc. Fait que dans le format FIT ici, dans le View, Format Explorer, dans le FIT ici, ben, tu vas lui dire par exemple que, un petit peu, en fait, ça va être couleur, oui, mais il ne sera pas recombiné. Ton fichier FIT, il n'y a pas d'interpolation. Il peut être soit RGB, comme on a vu, ou monochrome. Puis là, toi, après ça, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça ne change rien, que ce soit RGB couleur ou pas RGB, mais séparé ou monochrome, parce que de toute façon, après ça, quand tu reconstruis ton image, ben, il te reconstruit l'information couleur à partir de ça. Okay? Il faut juste choisir la bonne matrice. Fait que dans le fichier, on va lui dire reconstruis ma CFA, c'est ça, quand on le fait automatiquement. Sinon, si on le fait manuellement, on n'a pas besoin de dire parce qu'on va faire un débayer manuellement après. C'est un peu plus long, là. C'est pour ça que je passe pas par-dessus, parce que ça prend quasiment toute la journée. Tu sais, voir ce qu'on a vu un matin, mais de façon manuelle, ça prendrait 4 heures. Puis là, ben, juste d'apprendre l'interface, juste de... On s'en sort pas. Question en contexte, cette semaine, j'ai pris un M51 justement, avec un nouveau télescope sans filtre à rien dans un ciel de ville. Ça m'a fait un fond complètement rouge. Oui. Dans Maxime, pas dans Maxime, dans PixInsight, y a-t-il quelque chose qui peut faire des corrections de même? Oui, on va le voir. On va le voir aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, tu vas tout de suite trouver que mon image va probablement ressembler beaucoup à la tienne. Parce que quand je la rouvre, elle est rouge. C'est-tu mieux d'en prendre plus de photos, mettons, dans une minute, on va dire, de pause, que d'en prendre, mettons, on va dire des pauses de 6 minutes, d'en faire, mettons, je sais pas, une dizaine. Ça dépend de ce que tu veux montrer. Ça dépend de ce que tu veux montrer dans ton image. Parce que c'est sûr que d'une photo d'une minute, si tu prends, mettons, si tu dis, moi je veux poser 60 minutes, puis que tu prends 60 images d'une minute, ben il y a des choses que tu vas avoir dans ton image. Il y a des éléments mettons, tu as une nébuleuse, ben il y a des éléments dans ta photo d'une minute par rapport à celle, mettons, tu ferais 6 images de 10 minutes, ben, il y a des choses dans ta photo d'une minute qui ne seront pas là. Ils sont carrément pas là, ils sont absents parce que tu n'as pas posé assez longtemps. Parce que ça dépend de ce que tu veux montrer. Vu
Puis quand on a un ciel vraiment pollué, mettons, comme dans Il y a des limitations. Tu peux pas prendre, admettons, des photos de 20 minutes. C'est mieux de prendre, mettons, 1 minute en prendre 60 que d'en prendre, avoir vraiment un ciel qui est là. Mais tu seras pas capable. Mais si tu en prends 60, tu vas peut-être voir apparaître certains éléments. C'est une question on appelle ça le SNR, là, Signal Noise Ratio. OK? Ben, c'est sûr que dans 60 photos d'une minute, tu as un bon ratio signal sur bruit. Dans 10 photos de 60 minutes, de 10 minutes, dans 6 photos de 10 minutes, ben, tu as plus de S, mais tu as aussi plus de bruit. Fait que le ratio peut être le même, mais tu as plus de signal quand même. OK. OK? Fait qu'il y a des choses que tu vas voir dans cette image-là, que tu ne verras pas dans l'autre. Parce que ça prend du temps à s'imprégner, à se ramasser. Si tu n'as pas un beau signe, tu vas prendre une sorte de la cochonnerie, puis tu as énormément de bruit. Il y a... ouais. C'est pour ça que tu réduis la... C'est ça. Écoute, ça, c'est un peu avec l'expérience, je dirais. Là. Ça, là, mettons, là, comment on fait pour juger vraiment si on, mettons, exemple, comment on détermine, mettons, on va dire, dans notre ciel, mettons, je viens de Drummondville, mettons, pas dépasser, mettons, 4 minutes, 5 minutes ou 6 minutes, par exemple. Il y a une façon, scientifique. Il y a une façon scientifique de le faire. Il y a une façon pratique de le faire qui est avec Deep Sky Stacker. Il y a Deep Sky Stacker Live. Autrement dit, quand tu installes Deep Sky Stacker, tu installes aussi un petit logiciel qui permet de suivre un répertoire sur ton ordinateur. Fait que si tu envoies tes photos, quand tu les enregistres, tu les envoies dans un répertoire, tu dis à Deep Sky Stacker Live, « Hey, suis-moi donc ce truc-là. » Toutes les photos qui vont apparaître là, il va te donner des statistiques sur ces photos-là. Une de ces statistiques-là, ça va être le Sky Background. C'est quoi l'intensité du fond du ciel? Là, je vais te donner une valeur, là, mais tu sais, c'est un peu arbitraire. Mettons que quand ton Sky Background il dépasse 30 %, là, ça commence à être pas mal élevé. Ça arrive souvent. Ouais. Souvent, parce qu'avec l'humidité qu'on a. C'est ça. Tu ne peux pas juger avec l'histogramme. Oui, tu peux juger avec l'histogramme. Oui, parce que ton background, c'est ton histogramme. Quand tu vois ta courbe, là, si elle est rendue dans le milieu, là, ça veut dire que ton fond du ciel, là, il occupe la portion centrale de ton histogramme. C'est élevé. Il ne faut pas vraiment... ton histogramme, il ne faut pas que tu te dépasses, mettons, la 40% peut-être. Ben, moi, j'ai 20. À 20, c'est bien. À 30, ça commence à être élevé. Je vais vous demander, vous allez voir dans le répertoire qu'on avait tout à l'heure que il vient d'apparaître un répertoire calibrated dans lequel on a nos flats qui sont calibrés. OK? On a les lights qui sont calibrés ici, puis on a aussi un répertoire debayered. Donc, c'est les images avec la reconstitution de la couleur. Je suis dans mon répertoire principal. Tout à l'heure, j'avais juste bias, dark, flat, puis image. Mais là, il s'est rajouté calibrated. OK, il s'est rajouté aussi master, puis registered. OK, donc, ça, c'est mes images calibrées. Ici, j'ai mes masters, puis ici, j'ai mes images enregistrées, c'est-à-dire alignées. D'accord? Je vais aller voir dans le fichier master, ici. OK? Puis je vais prendre le bias, ici, 1, puis je vais l'envoyer dans PixInsight. Puis je vais aussi aller dans mon Process Explorer et demander mon Process Screen Transfer Function. OK? Je veux le voir, mon master, mon master pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Fait que je vais juste l'appliquer et faire un stretch. OK? Ça, c'est le master qui a été appliqué à mes images. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran ici. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez probablement le voir sur votre écran. Il y a toujours un pattern horizontal, mais on commence à voir apparaître aussi un pattern vertical. OK? On avait une quinzaine d'images bias. Si j'avais pris 200 images bias, j'aurais plus de pattern horizontal, puis j'aurais un pattern uniquement vertical. Il n'existe pas de pattern horizontal dans le bias. Les gens disent que c'est un défaut de Canon, c'est du bruit. Effectivement, c'est du bruit, mais quand on calibre avec beaucoup de bias, ça disparaît. OK?
Là, ici, ça ne disparaît pas parce que pour les besoins de la cause, je prends juste 15 bias. OK? Mais, donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans les fichiers, le bending horizontal ici est aléatoire. Plus que je prends d'images, plus il disparaît. Mais là, il m'en reste. OK? Ça veut dire que dans mes images que j'ai calibrées avec ce bias-là, j'ai injecté ces lignes horizontales-là. Si j'ai quelque chose dans mon fichier maître qui est encore du bruit, et le bending horizontal c'est encore du bruit, puis je les utilise pour calibrer mes images, j'injecte le bruit. OK? Donc en réalité, dans toutes les images que j'ai, l'image originale de M51, celle qui est alignée, celle qui est calibrée, celle qui est enregistrée, celle qui contient le plus de bruit, c'est l'image calibrée. Pourquoi? Parce que au départ, elle contient du bruit aléatoire, et là, je viens d'y injecter du bruit qui est plus aléatoire. Ce bending-là, ici, là, je viens de le mettre dans toutes mes images. Okay? Non seulement je l'ai mis dans toutes mes images, mais j'ai calibré mon dark avec ça. Fait que je le mets plusieurs fois dans ma calibration. Okay? Fait que c'est bien, bien important de faire des bias avec une caméra Canon, prendre assez de fichiers pour que ce bending horizontal-là disparaisse. Okay? Ça veut dire plusieurs fichiers. Comme je dis, environ 150. OK. Je vais fermer celui-là. Je vais aller voir dans mon répertoire ici, j'ai Master Dark ici. Dark Binning, X-Time 602. Je le prends et je l'envoie dans mon image, dans ma fenêtre. Si je clique 2 fois sur ce fichier-là, il va m'ouvrir un autre PixInsight. C'est un peu un défaut de Windows, c'est que si tu trouves un fichier, de la façon dont c'est structuré, tu peux ouvrir 2 fichiers Word, ben, il ouvre 2 fois Microsoft Word. Si tu cliques 2 fois sur un fichier Fit dans Windows, il ne l'ouvre pas dans le PixInsight qui est déjà ouvert, il l'ouvre dans un autre PixInsight. C'est un peu chenu, là, mais c'est comme ça. Vous avez remarqué, là, ici, je vais juste fermer ces trois fichiers. Je le reprends encore. Vous avez vu, il y avait 3 images. Je prends mon fichier, c'est un fichier. Je l'amène ici. Oh, 3 images. Ben, c'est que ça, j'ai coché dans mon script Bash Preprocessing, ici. J'ai coché Generate Rejection Map. Fait que lui, il va, en même temps qu'il enregistre mes fichiers, il va aussi enregistrer dans le même fichier les maps de pixels qui ont été rejetés. C'est à ça que ça ressemble. Fait qu'il ne faut pas se surprendre. Si jamais vous ouvrez un seul fichier et qu'en réalité, il en rouvre 3, c'est que vous avez cliqué sur l'option Generate Rejection Map. C'est ça que ça donne ici. Rejection I. Ça, c'est les pixels hauts qui ont été rejetés. Si je fais un screen stretch là-dessus, vous voyez les pixels qui ont été rejetés, OK, par le Sigma Clip. Je vais le fermer. Le low ici, si je fais un screen stretch aussi, je vois les pixels low qui ont été rejetés. Donc, si jamais vous ouvrez un seul fichier et qu'il vous apparaît 3 fenêtres, c'est parce que vous avez cliqué Generate Rejection Map dans votre process. Ce que ça veut dire aussi, juste pour la petite histoire, c'est que dans un fichier FIT, il peut y avoir plusieurs images. Le format FIT, c'est un format texte, puis on peut mettre plusieurs images dans un fichier FIT. OK. Voici mon Master Dark. Ici, si je le stretch, OK, vous voyez que... Qu'est-ce que vous observez là-dedans? Il y a du bending horizontal. Fait que j'ai du bending horizontal dans mon Master Bias. Je l'ai injecté dans mon Master Dark. OK? Puis, il n'y a pas de bending, ou presque pas de bending vertical. Ce qui domine, c'est du horizontal. OK? Fait que ça, c'est du bruit qui a été injecté dans toutes mes images aussi. Il a été injecté 2 fois, quand j'ai soustrait le bias et quand j'ai soustrait le dark. Donc, l'important, c'est un clou que je frappe, là, mais le bias, c'est le fichier le plus important. Au début, quand on commence, on n'en fait pas. Ouais, pas besoin, c'est dans le dark. Non, c'est pas vrai. C'est le fichier le plus important. J'enlève ça, je le ferme. Je vais faire la même chose avec mon flat, ici. Flat binning 1, je l'amène là. Il va me sortir 3 fichiers probablement.
youhou. OK. Mes 3 fichiers, même chose. Rejection high. Je vois tous les pixels qui a réjecté. Le low, même chose. Et voici mon master flat. Si je le stretch, voici ce que ça donne. Fait que ça donne un fichier dans lequel on a utilisé 15 flats pour en faire 1 mètre.